Le soleil avait à peine commencé à dorer les toits de Paris lorsque Thierry Dubois quitta son hôtel particulier du 16e arrondissement pour se diriger vers le garage. La réunion avec les partenaires stratégiques de Tokyo était fixée à 8h et il aimait arriver à son bureau de la Défense avant tout le monde. Cela faisait partie de sa routine sans faille, celle-là même qui l'avait propulsé au sommet avant même ses 35 ans. « Bonjour, monsieur Dubois », le salua le chauffeur, Gérard tenant déjà la portière de la limousine ouverte avec une impassibilité professionnelle. « Bonjour, Gérard », répondit-il machinalement, consultant ses emails sur son téléphone tout en s'installant dans le véhicule. Glissant sur le siège en cuir, Thierry sentit quelque chose de différent dans l'air. C'était peut-être le ciel d'un bleu inhabituel pour cette période de l'année, ou le silence des rues encore désertes. Mais il y avait une sensation étrange, comme si l'univers retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. La limousine glissa en douceur à travers les grilles de la propriété et s'engagea sur l'avenue Foch. Thierry resta absorbé par son téléphone jusqu'à ce que Gérard freine brusquement, lui arrachant un grognement d'irritation. « Qu'est-ce que c'était ?»« Désolé, monsieur », répondit Gérard en désignant l'avant de la voiture. « Des enfants dans la rue. » Thierry regarda par la fenêtre et vit deux petites filles debout devant la limousine. Elles avaient des cheveux châtains en désordre et portèrent des vêtements usés, bien trop grands pour leur corps minuscule. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 5 ans. « Que diable font-elles seules à cette heure du matin ?» marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour le chauffeur. Les filles ne bougeaient pas. Elles se tenaient là, se donnant la main, fixant la voiture comme si elles attendaient quelque chose. Thierry soupira profondément. « Attendez, ici !» ordonna-t-il, et il sortit du véhicule. L'air du matin était frais, et il ajusta sa veste italienne sur mesure en s'approchant des enfants. C'étaient des jumelles identiques, réalisa-t-il. Elles avaient de grands yeux sérieux, des traits délicats et une expression de détermination qui semblait déplacée sur des visages si jeunes. « Ne devriez-vous pas être à l'école ?» demanda-t-il fermement, mais sans dureté. « Où sont vos parents ?» L'une des filles fit un minuscule pas en avant. « Je m'appelle Camille, » dit-elle, sa voix étonnamment claire. « Et voici ma sœur Lucie, » ajouta-t-elle en désignant la jumelle, qu'il observait avec des yeux un peu plus lasses. « Notre maman est au ciel. » Thierry sentit un serrement involontaire dans sa poitrine. Orpheline? Il connaissait trop bien ce sentiment. « Je suis désolé, » dit-il en adoucissant son ton. « Mais ne devriez-vous pas être avec un adulte? C'est dangereux pour deux petites filles d'être seules ici. »« Nous avons besoin de votre aide, » dit Lucie, parlant pour la première fois. Sa voix était légèrement plus grave que celle de sa sœur. « Vous avez l'air gentil. » Il y avait quelque chose dans la sincérité de l'enfant qui le déstabilisa. Thierry regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait superviser les filles à distance. Mais il ne vit personne. « Mon aide ? » ?»« Pourquoi faire ?» répondit-il en vérifiant sa montre. Il commençait à être en retard. Camille ouvrit le petit sac à dos usé qu'elle portait et en sortit un cahier délavé avec plusieurs pages volantes. « Nous voulons que vous écriviez une lettre à notre maman, » expliqua-t-elle en tendant le cahier. « Nous ne savons pas encore très bien écrire. » Thierry regarda la fille, puis le cahier, puis Gérard qui attendait patiemment au volant, et de nouveau les filles. La situation était absurde. Il avait une réunion qui pouvait définir l'avenir de son entreprise. Et le voilà, debout sur le trottoir, abordé par deux enfants qui voulaient qu'il écrive une lettre à quelqu'un qui était déjà décédé. « Écoutez, je dois vraiment y aller. »« S'il vous plaît, » insista Lucie, ses yeux se remplissant soudainement de larmes. « Maman attend. » Quelque chose dans le désespoir contenu de ces mots le frappa. Il se souvint de lui-même, un garçon maigre, mendiant des bribes d'attention. Il soupira de nouveau. « 5 minutes, » céda-t-il, désignant un banc voisin. « Asseyons-nous là-bas. » Les filles sourirent, des sourires identiques qui illuminèrent leurs visages sales, et le suivirent jusqu'au banc. Thierry s'assit au milieu, une jumelle de chaque côté. Camille lui tendit le cahier et Lucie sortit un crayon bien usé de la poche de sa robe. « Que voulez-vous lui dire ?» demanda-t-il, se préparant mentalement à écrire quelque chose de court pour en finir rapidement. « Qu'elle nous manque beaucoup, » commença Camille. « Énormément, » répéta Lucie, regardant les nuages
comme si elles pouvaient voir leur mère à travers eux. « Et que nous gardons toujours sa photo sous notre oreiller, » continua Camille. Lucie plongea la main dans sa poche et en sortit une photographie pliée et froissée. « Tenez, » dit-elle en la tendant à Thierry, « pour que vous voyiez comme elle est jolie. » Thierry prit la photo par courtoisie, prêt à noter tout ce que les filles dicteraient. Mais lorsqu'il déplia le papier et que ses yeux se posèrent sur l'image, le monde sembla s'arrêter. C'était le visage d'une jeune femme aux cheveux châtains comme les filles, arborant un sourire qu'il connaissait mieux que son propre reflet dans le miroir. Isabelle. L'air s'échappa de ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, et avant qu'il ne puisse se retenir, une larme glissa sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais ne put empêcher la boule qui se formait dans sa gorge. Isabelle Dubois. Son Isabelle. « Vous pleurez ?» demanda Camille, se penchant pour mieux voir son visage. Thierry ne pouvait pas parler. Les souvenirs affluèrent. Isabelle partageant son déjeuner avec lui quand il s'était enfui de chez lui, affamé. Isabelle nettoyant ses blessures après les coups de son père. Isabelle lui tenant la main à l'enterrement de sa propre mère. Isabelle l'encourageant à accepter une bourse, même si cela signifiait partir. « Vous connaissiez notre maman ?» demanda Lucie, ses yeux s'écarquillant de surprise. Thierry déglutit difficilement et hocha la tête, toujours incapable de former des mots. « Nous étions... » commença-t-il, la voix brisée. « Nous étions amis, il y a très longtemps. » Les jumelles échangèrent des regards d'étonnement, puis se rapprochèrent de lui, soudainement curieuses. « Vraiment ?» s'exclama Camille, ses yeux brillants. « Comment l'avez-vous rencontré ?»« Plus tard, » dit Thierry, repliant soigneusement la photo et la rendant à Lucie. Le passé pouvait attendre. Maintenant, il devait comprendre la situation de ses filles. Depuis combien de temps est-elle partie ? 2 mois, 3 semaines et 4 jours, répondit promptement Camille. Nous comptons chaque jour. Thierry ferma les yeux un instant, essayant de tout assimiler. Isabelle partit. Ses filles, laissées seules. « Où habitez-vous » demanda-t-il, une alarme soudaine lui parcourant l'échine. « Qui s'occupe de vous ?»« Au 37 rue de Belleville, appartement 2C, » répondit Camille, comme si elle avait mémorisé l'adresse. « Nous nous occupons de nous-mêmes. On sait faire des nouilles instantanées, oui tout. » La fierté dans sa voix était comme un couteau dans le cœur de Thierry. Des fillettes de 5 ans, seules, cuisinant pour survivre. « Mais les voisins aident, » ajouta Lucie. « La dame du 3A laisse parfois de la nourriture devant notre porte. » Thierry se leva brusquement, glissant la photo dans la poche intérieure de sa veste. La réunion avec les partenaires japonais, les millions en jeu. Tout semblait insignifiant maintenant. « Écrivons cette lettre, » dit-il en se rasseyant. « Ensuite, je vous ramènerai à la maison. » Les filles dictèrent leurs mots de manque et d'amour, racontant à leur mère leur journée à quel point elles étaient peu courageuses, parlant des étoiles qu'elles croyaient maintenant être ses yeux. Thierry nota chaque mot, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. Quand il eut fini, Lucie le regarda timidement. « Pouvez-vous signer aussi » demanda-t-elle. « Pour que maman sache que nous avons un nouvel ami. » Thierry hésita, puis signa son nom à la fin de la lettre. Une autre boule se forma dans sa gorge en pensant à toutes les années qui s'étaient écoulées sans contacter Isabelle. S'il était resté en contact, peut-être serait-elle encore en vie. Peut-être que ses filles ne seraient pas seules. « Allons-y, » dit-il en se levant et en offrant ses mains aux filles. « Ma voiture attend. » Alors qu'ils marchaient vers la limousine, Lucie serra sa main fermement et leva les yeux. « Maman a dit qu'un ange viendrait pour nous, » dit-elle doucement. « C'est peut-être vous. » Thierry sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'était pas un ange, loin de là. Il n'était qu'un homme qui avait oublié son humanité au milieu de la richesse et du pouvoir. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il faire ce qui était juste maintenant. « Je vais vous aider, » promit-il en leur ouvrant la portière. D'une manière ou d'une autre, tandis que les jumelles s'installaient sur les sièges en cuir, Thierry donna des instructions à Gérard et envoya un message pour annuler la réunion.
Certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Isabelle le lui avait appris autrefois, et maintenant, à travers ses filles, elle semblait le lui réapprendre. La limousine s'arrêta devant un immeuble délabré de la rue de Belleville. Thierry observa par la fenêtre, contemplant la structure décrépite, aux murs écaillés et aux fenêtres rafistolées avec du ruban adhésif, un endroit où l'espoir semblait aussi rare que le confort. « C'est ici, dit Camille, ouvrant déjà la portière de la voiture. 2e étage, appartement 2C. Thierry hésita. Une partie de lui voulait monter, voir comment elle vivait, faire quelque chose immédiatement. Mais une autre partie, peut-être la peur, peut-être la culpabilité, le maintenait cloué au siège en cuir. « Vous êtes sûr que ça ira toute seule ?» demanda-t-il, regardant les 2 petites filles sauter sur le trottoir fissuré. Lucie hocha la tête, ajustant le sac à dos usé sur son épaule. On est toujours d'accord. Il y avait une maturité dans ses yeux qu'aucune fillette de 5 ans ne devrait avoir. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà fait face à trop de pertes. Thierry sortit son portefeuille et en tira quelques billets. « Pour la nourriture » expliqua-t-il en les tendant à Camille. La jeune fille regarda sa sœur, hésitante. « Maman a dit de ne pas prendre d'argent des étrangers » se souvint-elle. « Mais il connaissait maman » raisonna Lucie. « Ce n'est pas un étranger. » Camille prit alors l'argent, le plaçant soigneusement dans la poche de sa robe usée. « Je reviendrai demain » promit Thierry, sentant une boule dans sa gorge. « Ça ira jusqu'à demain, on va toujours bien » répondit simplement Lucie. Il les regarda marcher vers l'entrée de l'immeuble, si petite contre la structure en décomposition, et disparaître par la porte. Il ne les suivit pas, il ne vit pas où elle vivait, mais dans son esprit, il imaginait déjà le pire. « Ramenez-moi à la maison, Gérard » ordonna-t-il au chauffeur, incapable de détacher ses yeux de l'entrée de l'immeuble, même après que les filles eurent disparu à l'intérieur. Pendant tout le trajet de retour vers son hôtel particulier, Thierry resta silencieux. La photo d'Isabelle, en sécurité dans sa poche, était comme un talisman douloureux. La ville défilait en un flou à l'extérieur de la fenêtre de la limousine. Le contraste entre l'opulence des beaux quartiers et la misère de Belleville, plus apparent que jamais. La maison de Thierry, un imposant hôtel particulier dans une enclave exclusive, n'avait jamais semblé aussi froide et vide que lorsqu'il entra dans le grand foyer. Le marbre poli, les lustres en cristal, les œuvres d'art originales, tout semblait se moquer de lui maintenant. « Monsieur Dubois, il y a un appel de... » commença sa gouvernante. « Annulez tout » l'interrompit-il, se dirigeant déjà vers l'étage. « Je ne veux pas être dérangé. » Dans sa chambre, Thierry ferma la porte à clé et se dirigea directement vers le spacieux dressing. Tout au fond, derrière des rangées de costumes italiens et de chaussures faites à la main, se trouvait une malle en cèdre qu'il n'avait pas ouverte depuis des années, la seule chose qu'il avait gardée de sa vie avant de devenir Thierry Dubois, le magnate des affaires implacables. Il traîna la malle au centre de la pièce et la fixa un long moment. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer, tous les sentiments qu'il avait appris à ignorer pour construire son empire. Avec des mains légèrement tremblantes, il tourna la petite clé dans la serrure. L'odeur du passé s'échappa alors qu'il soulevait le couvercle. Du vieux papier, des souvenirs poussiéreux, une vie oubliée. Au sommet se trouvait une enveloppe jaunie. Thierry l'ouvrit avec précaution, révélant une photographie. Isabelle a 16 ans, souriant sous un chêne au parc des Buttes-Chaumont, où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Son sourire, le même qu'il avait vu ce jour-là sur les visages de ses filles, rayonnait d'une confiance tranquille qui l'avait toujours fasciné. « Isabelle » murmura-t-il en passant ses doigts sur l'image. Le souvenir revint avec une netteté saisissante, comme si c'était arrivé la veille. C'était une froide journée d'automne. Thierry se cachait dans la petite cabane abandonnée du parc, grelottant de froid et de faim. Il s'était à nouveau enfui de chez lui après une énième raclée de son père. À 12 ans, il connaissait déjà toutes les cachettes du quartier. La porte de la cabane grinça, et il se plaqua contre le mur, prêt à fuir. Mais ce n'était qu'Isabelle, portant son sac à dos d'école usé. « Tu saignes » dit-elle en désignant la coupure sur sa tempe. « Ce n'est rien, »
marmonna-t-il en évitant son regard. Isabelle ne dit rien de plus. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit son sac à dos. Elle en sortit un sandwich emballé dans du plastique et le cassa en deux. « Tiens !» offrit-elle une moitié. « Ma mère en fait toujours plus que je ne peux en manger. » Il savait que c'était un mensonge. La mère d'Isabelle avait à peine assez d'argent pour nourrir sa propre fille, mais il accepta parce que sa faim était plus forte que sa fierté. Pendant qu'il mangeait, elle nettoya la coupure sur sa tempe avec un mouchoir propre. « Tu peux rester dans notre cave ce soir, » offrit Isabelle, comme si elle l'invitait à une fête. « Ma mère travaille de nuit. Elle ne verra rien. » Thierry la dévisagea, méfiant. « Pourquoi tu m'aides ?» Isabelle haussa les épaules. « Parce que personne d'autre ne le fera. » Thierry cligna des yeux, revenant au présent. Il posa la photo sur le lit et continua de fouiller dans la malle. Il trouva un vieux cahier d'école avec des notes de l'écriture ronde d'Isabelle griffonnées dans les marges. « Tu peux le faire, Thierry. Souviens-toi de la formule. » Pendant des semaines, elle l'avait aidé à étudier pour les examens alors qu'il prétendait ne pas se soucier des notes. Un autre souvenir fit surface. « Ma mère a perdu son travail, » dit Isabelle alors qu'ils étudiaient sous la faible lumière de la bibliothèque municipale. Ils avaient 15 ans et elle travaillait à temps partiel dans une brasserie après l'école. « Ça va aller ?» demanda Thierry, inquiet. Isabelle haussa les épaules, mais il vit la peur dans ses yeux. « On trouvera une solution. » Cette nuit-là, il dormit sur le canapé dans le petit appartement d'Isabelle. Sa mère avait accepté sa présence permanente après le 3e œil au beurre noir. Le lendemain, Thierry trouva un travail de déchargeur de caisse au marché de Rungis. Il tendit son premier salaire à Isabelle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, surprise. « Le loyer, » répondit-il d'un ton neutre. « Tu n'as pas à le faire. »« Si, je dois le faire, » l'interrompit-il. « Je te le promets, Isabelle. Je ne te laisserai jamais manquer de rien. » Thierry déglutit difficilement, la culpabilité lui pesant comme du plomb. Il avait 17 ans quand il avait fait cette promesse. À 18 ans, il obtint une bourse pour HEC, une grande école, loin de Paris. Isabelle l'exhorta à y aller, même si cela signifiait le laisser partir. « Va poursuivre ton rêve, » avait-elle dit. « Je m'en sortirai. » Au début, ils se parlaient au téléphone chaque semaine, puis une fois par mois. Quand Thierry obtint son premier stage dans une entreprise prometteuse, les appels devinrent rares. Il était trop occupé à construire sa carrière. Au moment où l'entreprise explosa et qu'il devint millionnaire avant ses 30 ans, les appels avaient complètement cessé. Le dernier paquet dans la malle contenait des coupures de presse sur son succès, des articles du Monde et des échos sur le jeune prodige des affaires qu'Isabelle avait gardés et lui avait envoyés. Dans la dernière lettre qui accompagnait les coupures, elle écrivait « J'ai toujours su que tu changerais le monde, Thierry. Je suis si fier. » Il n'a jamais répondu. Thierry referma la malle d'un coup sec et s'assit à son bureau. Il alluma son ordinateur et commença à chercher le nom d'Isabelle. Il devait savoir ce qui s'était passé, comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Il trouva un petit avis de décès dans Le Parisien, daté de 2 mois. Isabelle Dubois, 34 ans, assistante d'éducation à l'école maternelle de Belleville, est décédée des suites de complications d'une pneumonie. Elle laisse dans le deuil ses filles jumelles, Camille et Lucie, âgées de 5 ans. Les filles restent sous la garde temporaire du voisinage jusqu'à ce que l'aide sociale à l'enfance décide de leur sort. Une pneumonie, une maladie tout à fait traitable au XXIe siècle. Ses mains tremblaient alors qu'il continuait ses recherches. Il trouva une cagnotte en ligne qu'Isabelle avait créée sur Litchi. Elle avait essayé de récolter des fonds pour son traitement. « Je dois rester forte pour mes filles », lisait-on dans la description. L'objectif était de 20 000 € pour l'hospitalisation et les médicaments spécialisés. Elle n'avait récolté que 2 500 €. Thierry se sentit nauséeux. 20 000 €, ce qu'il dépensait pour un seul dîner d'affaires, ce qu'il perdait lors d'un pari désinvolte au golf le week-end. « Pourquoi n'es-tu pas venue me voir, Isabelle ?» murmura-t-il à la pièce vide. Mais il connaissait la réponse. Parce qu'il était parti. Parce qu'il avait ignoré ses lettres pendant des années.
parce qu'il avait été si absorbé par son empire qu'il avait oublié la seule personne qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. La promesse brisée lui pesait comme un fantôme. « Je ne te laisserai jamais manquer de rien. » Thierry jeta un coup d'œil à la photo de la jeune Isabelle, puis à l'écran d'ordinateur montrant les jumelles sur sa page de financement participatif. Il ne pouvait pas ramener Isabelle, mais peut-être pouvait-il tenir sa promesse d'une autre manière. Il prit le téléphone. « Gérard, préparez la voiture pour demain matin, » ordonna-t-il. « 7 heures. J'ai quelque chose d'important à faire. » Thierry arriva rue de Belleville avant 8 heures du matin. L'immeuble où vivaient les jumelles paraissait encore plus décrépit à la lumière du jour. Des taches d'humidité grimpaient sur les murs extérieurs, le plâtre tombait par endroits et certaines fenêtres étaient rafistolées avec du carton. Un instant, il hésita à l'intérieur de la limousine. Il se sentait comme un intrus ici, portant son costume à 3 000 € et ses chaussures italiennes. Mais l'image des petites filles seules le propulsa hors de la voiture. « Je serai de retour dans quelques heures, Gérard, » dit-il au chauffeur, puis il se dirigea vers l'immeuble. Le hall sentait le moisi et l'urine. L'ascenseur portait un panneau hors service qui semblait être là depuis des années. Thierry prit les escaliers, remarquant les marches fissurées et une rampe chancelante. Au 2e étage, il s'arrêta devant l'appartement 2C et frappa. Il attendit, frappa à nouveau plus fort. Rien. Une légère panique monta en lui. Où étaient les filles? Alors qu'il s'apprêtait à frapper une 3e fois, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux blancs noués en un chignon désordonné et portant des lunettes épaisses, le toisa avec méfiance. « Si vous cherchez les petites, elles sont ici avec moi, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi frêle. « Ici » demanda Thierry, confus. « Appartement 3A » répondit la vieille dame en indiquant sa porte. « Je suis madame Michaud. Je m'occupais d'elle chaque fois qu'Isabelle devait faire des heures supplémentaires. » Maintenant, elle ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. « Puis-je les voir ?» demanda Thierry, sentant un nœud dans sa gorge. Madame Michaud l'évalua de la tête aux pieds. « Vous êtes l'homme qui les a ramenés hier. » Ce n'était pas une question, mais il hocha la tête. « Je connaissais Isabelle. Nous étions amis d'enfance. » Cela sembla la satisfaire partiellement. « Elles dorment encore, » dit-elle, mais elle s'écarta pour le laisser entrer. Le petit appartement semblait aussi usé de l'intérieur que de l'extérieur. Le papier peint se décollait à de nombreux endroits. Le canapé avait des déchirures réparées avec du ruban adhésif, et l'odeur d'humidité persistait. Mais c'était propre, et il y avait un effort visible pour maintenir une certaine dignité au milieu de la pauvreté. « Elles dorment là-dedans, » dit madame Michaud, en désignant une petite pièce dont la porte était entr'ouverte. Thierry marcha doucement. La pièce était minuscule, probablement la propre chambre de madame Michaud avec un lit simple. Par terre, sur un matelas fin, Camille et Lucie dormaient blotties l'une contre l'autre comme si elles ne formaient qu'une seule personne. Une seule couverture fragile les couvrait contre le froid du matin, et entre leurs petits corps se trouvait le cahier usé où elles avaient écrit la lettre à leur mère. Le cœur de Thierry se serra. Ce n'étaient que des enfants qui avaient tout perdu et s'accrochaient l'un à l'autre comme à des bouées de sauvetage. Pendant qu'il regardait, Lucie s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose. Il se pencha pour écouter. « Maman a dit que tu étais un ange », chuchota-t-elle, encore à moitié endormie dans cet état entre le rêve et l'éveil. « Mais tu as mis si longtemps à venir. » Thierry sentit un frisson. L'enfant rêvait, évidemment. Isabelle n'aurait pas pu lui parler de lui. Elle n'aurait pas pu savoir qu'il se présenterait un jour. « Elles parlent toujours dans leur sommeil, » expliqua madame Michaud derrière lui. « Je pense que c'est leur façon de garder leur mère en vie. »« Depuis combien de temps sont-elles avec vous ?» demanda-t-il en reculant pour ne pas les réveiller. « Depuis qu'Isabelle a été hospitalisée, il y a 3 mois. Au début, c'était juste jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » La voix de la vieille femme s'éteignit. « Eh bien, maintenant j'attends que les services sociaux décident. Ce n'est pas officiel, vous savez. Je suis trop vieille pour adopter et ma santé n'est pas bonne.
Thierry hocha la tête, comprenant la situation précaire. « Je veux aider. » Madame Michaud sourit faiblement. « Elles ont besoin de plus de stabilité que de charité, monsieur. »« Dubois, Thierry Dubois. » Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « L'homme d'affaires des magazines. »« Oui. »« Isabelle gardait des coupures de presse sur vous, » dit Madame Michaud, le regardant maintenant avec un nouvel intérêt. Elle n'a jamais mentionné qu'elle vous connaissait personnellement. Avant que Thierry ne puisse répondre, un bruit vint de la chambre. Les filles s'étaient réveillées. Camille fut la première à apparaître dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux, endormie. Quand elle vit Thierry, son visage s'illumina. « Vous êtes vraiment revenu !» s'exclama-t-elle en courant pour lui serrer les jambes. Lucie suivit de près, plus prudente, mais tout aussi heureuse. « Je croyais que c'était un rêve, » dit-elle, sa petite voix remplie de soulagement. Thierry sentit quelque chose se briser en lui, un mur qu'il avait construit au fil des ans pour séparer l'homme qu'il était du garçon qu'il avait été. « J'ai promis que je reviendrais, n'est-ce pas ?» Il sourit en s'accroupissant à leur niveau. « Et j'ai une idée. Que diriez-vous d'aller au jardin du Luxembourg aujourd'hui ?» Le grand parc parisien était presque vide à cette heure du matin. Thierry regarda Camille et Lucie courir dans l'herbe, leur rire résonnant dans l'air vif. Avec leurs vêtements en lambeaux et leurs chaussures usées, elles ressemblaient de toujours à des fleurs sauvages. Petites, résilientes, déterminées à s'épanouir malgré les obstacles. « Plus haut !» cria Camille, assise sur une balançoire. Thierry la poussa doucement, surpris par la légèreté qu'il ressentait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose d'aussi simple que de pousser quelqu'un sur une balançoire. Sa vie avait été une course constante de tâches importantes, de réunions décisives, de contrats de plusieurs millions d'euros, et maintenant il découvrait que le rire d'un enfant pouvait apporter plus de satisfaction que la conclusion de n'importe quel contrat. « Mon tour !» se plaignit Lucie en tirant sur la manche de sa veste coûteuse. Il alterna entre les deux, s'assurant que chacune reçoive une attention égale. C'était étrange à quel point cela semblait naturel, comme si quelque chose de dormant en lui se réveillait. « Tu connaissais vraiment notre maman ?» demanda Camille, lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer sur un banc. Thierry hocha la tête, sentant la boule familière dans sa gorge. « Nous étions amis d'enfance. Nous vivions dans le même quartier. Était-elle jolie quand elle était petite ?» voulut savoir Lucie. « C'était la plus belle personne que j'ai jamais connue, » répondit-il honnêtement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les filles sourirent, fières. « Elle nous chantait une chanson tous les soirs, » dit Camille. « Sa chanson sur un petit oiseau qui cherche son nid, et elle me tressait les cheveux, » ajouta Lucie. « Elle disait que je ressemblais à une princesse. Elle faisait des gâteaux d'anniversaire en forme de papillon, » continua Camille, excitée de parler de sa mère, et réparait nos jouets quand ils se cassaient. Une par une, les petites histoires peignaient un portrait de l'Isabelle adulte que Thierry n'avait jamais connue. La mère aimante, pleine de ressources, dévouée, qui faisait des miracles avec peu de moyens. « J'ai faim », annonça soudainement Camille en se tenant le ventre. Thierry vérifia sa montre. Il était presque midi. « Allons manger quelque chose. » Il y avait un café chic de l'autre côté de la rue, mais les filles désignèrent un chariot de hot-dog au milieu du parc. « Maman nous en achetait un parfois », expliqua Lucie. Les dimanches spéciaux. Thierry sourit et les conduisit au vendeur. Il commanda 3 hot-dogs bien garnis et des sodas, regardant les filles manger avec enthousiasme. Il toucha à peine le sien, se souvenant comment Isabelle avait partagé son déjeuner avec lui quand ils étaient enfants. « Tiens, Thierry, ma mère en fait toujours plus que je ne peux en manger. Le gentil mensonge pour qu'il ne se sente pas comme un mendiant. »« Est-ce que vous allez à l'école ?» demanda-t-il, réalisant que c'était un jour de semaine. Les jumelles échangèrent un regard. « On allait à la même école où maman travaillait, » répondit Camille. « Mais après qu'elle soit allée au ciel, on a arrêté. Personne ne nous emmène, » expliqua simplement Lucie. « Et c'est trop loin pour y aller seul. » Thierry prit une profonde inspiration, contrôlant la colère qui bouillonnait en lui. Une autre chose qu'il devait régler. « Je veux vous emmener chez un médecin aujourd'hui, » annonça-t-il une fois qu'elles eurent fini de manger,
pour un bilan de santé. « On est malade ?» demanda Lucie, alarmée. « Non, c'est juste pour s'assurer que vous êtes en bonne santé. » Il sourit, essayant de la rassurer. « Et après ça, on vous achètera de nouveaux vêtements. Ça vous dit ?» Les yeux des filles s'écarquillèrent d'excitation. « Je peux avoir une robe rose ?» demanda Camille. « Avec des pois blancs ?» ajouta Lucie. « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, » promit-il en tenant leurs petites mains. Quelques heures plus tard, ils étaient de retour à l'appartement de Madame Michaud. Les filles portaient des sacs de nouveaux vêtements, pas autant que Thierry aurait voulu en acheter, mais même ainsi, les enfants semblaient déjà submergés par la nouveauté. Le médecin privé que Thierry connaissait avait confirmé que, bien que leur nutrition ne soit pas idéale, les jumelles étaient fondamentalement en bonne santé. Elles avaient besoin de quelques vitamines et d'un suivi dentaire, mais rien de grave. Une bénédiction compte tenu des circonstances. « Madame Michaud, regardez ce qu'on a eu !» s'exclama Camille en courant pour montrer leur nouveau trésor dès leur arrivée. Pendant que les filles montraient avec enthousiasme chaque vêtement, Thierry prit Madame Michaud à part. « Pourrions-nous parler un instant ?» La vieille femme hocha la tête et le conduisit dans la petite cuisine, loin des oreilles avides des enfants. « Comment Isabelle a-t-elle atterri ici ?» demanda directement Thierry. « Dans cet endroit ?» Madame Michaud soupira, s'affaissant lourdement sur une chaise de cuisine. Elle est arrivée enceinte il y a 5 ans, cherchant un endroit bon marché pour repartir à zéro. Elle ne parlait jamais beaucoup du passé, mais on pouvait dire qu'elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Le père des filles, un bon à rien, cracha Madame Michaud. Il s'est pointé une fois quand les filles étaient petites, ivres et demandant de l'argent. Isabelle l'a mis dehors et a menacé d'appeler la police s'il revenait. Elle secoua la tête. Il n'est jamais revenu. Et comment subvenait-elle à leurs besoins? Avec de grands sacrifices, répondit Madame Michaud. Elle enseignait à l'école maternelle, comme aide-éducatrice le jour. La nuit, elle nettoyait des bureaux dans le centre-ville. Le week-end, elle vendait de l'artisanat sur les marchés. Elle a travaillé jusqu'au dernier jour, même si elle était déjà malade. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché de l'aide? Demanda Thierry, la question le hantant. Je lui ai posé la même question quand la pneumonie s'est aggravée. Madame Michaud soupira. Elle disait qu'elle avait déjà trop demandé aux gens. Elle avait appris à se débrouiller seule. Thierry ferma les yeux, imaginant Isabelle, épuisée, malade, luttant seule. Elle se privait de tout pour elle-même, continua Madame Michaud. Elle rapiéçait ses propres vêtements pour pouvoir acheter des livres d'enfants aux jumelles, faisait durer un repas pendant des jours pour qu'elles puissent avoir des fruits. Parfois, elle disait qu'elle avait déjà mangé au travail, juste pour que les filles puissent avoir de plus grosses portions. Chaque mot était comme un coup de poignard au cœur de Thierry. Pendant qu'il vivait dans un hôtel particulier avec du personnel répondant à ses moindres caprices, Isabelle avait lutté pour survivre. À Noël dernier, poursuivit Madame Michaud, elle a confectionné de nouvelles robes pour les filles avec des chutes de tissu qu'elle avait obtenues gratuitement dans un magasin. Elle a passé des nuits à coudre après leur coucher. Elles étaient si heureuses. Elle pensait que c'était de la magie. Thierry imagina Isabelle assise dans la pénombre, cousant tard dans la nuit, les doigts endoloris, juste pour voir le sourire de ses filles le matin de Noël. Quand elle est tombée trop malade pour travailler, elle a vendu la seule chose de valeur qu'elle avait, un collier qui appartenait à sa mère. Elle en a obtenu une petite somme d'argent, mais a payé le loyer pour 1 mois de plus. Madame Michaud essuya une larme. Elle m'a fait jurer de garder les filles ensemble s'il arrivait quelque chose. C'était sa plus grande peur, qu'elles soient séparées dans différents foyers d'accueil. Thierry sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais contacté? J'aurais pu l'aider. Madame Michaud le regarda attentivement. Elle gardait vos coupures de presse, vous savez, les articles de journaux, les magazines. Elle les montrait aux filles en disant « Regardez comme il change le monde ». Mais je pense qu'il y avait un gouffre énorme entre vous, entre votre monde et le sien. Un gouffre qu'il avait construit lui-même, pensa Thierry. Chaque promotion, chaque acquisition, chaque compte en banque, des étapes qui l'éloignaient de ses origines,
des gens qui comptaient. À l'hôpital, continua madame Michaud, quand elle était très faible, elle a parlé de vous, elle a dit que vous aviez été comme des frères et sœurs, autrefois, que vous aviez suivi votre chemin comme il se devait. La vieille femme ajusta ses lunettes. Il n'y avait pas de ressentiment, vous savez, juste une triste acceptation que la vie sépare les gens. Thierry baissa la tête, incapable de supporter le poids de ces mots. Isabelle avait continué à croire en lui, même quand il l'avait oublié. « Qu'arrivera-t-il aux filles, maintenant » demanda-t-il après un long silence. « Les services sociaux cherchent un foyer pour elles. Ils voulaient les emmener dans un foyer d'urgence, mais j'ai supplié de les garder ici jusqu'à ce qu'une famille soit trouvée. » Madame Michaud hésita. « Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai m'occuper d'elles. Ma santé est fragile et ma pension suffit à peine à couvrir mes propres dépenses. » De retour dans le salon, Thierry trouva Camille et Lucie endormies sur le petit canapé, épuisées par l'excitation de la journée. Elles étaient blotties l'une contre l'autre comme toujours, serrant le carnet d'Isabelle entre elles. Elles ressemblaient à des anges. Il s'agenouilla à côté d'elles, étudiant leur visage paisible. Dans la pénombre de cette modeste pièce, il fit une promesse silencieuse à Isabelle, où qu'elle soit. « Je ne les abandonnerai pas comme je t'ai abandonné. Je les aimerai et les protégerai comme tu l'aurais fait. Je ferai mieux pour elles et pour toi. » La culpabilité d'avoir abandonné Isabelle était un fardeau dont il ne se débarrasserait jamais complètement. Mais peut-être, juste peut-être, en s'occupant de ses filles, pourrait-il commencer à se racheter. Les jours se transformèrent en semaines, et Thierry établit une routine qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même. Son bureau, autrefois un sanctuaire inviolable, avait maintenant des dessins d'enfants sur les murs et 2 petits manteaux accrochés près de la porte. Son emploi du temps, autrefois rempli de réunions et de dîners d'affaires, comportait désormais des blocs de temps sacrés intitulés parcs, avec les filles et soirées cinéma. La transition n'avait pas été facile. Thierry avait obtenu la garde temporaire des jumelles après une série d'audiences et d'évaluations. Les services sociaux, initialement sceptiques à l'égard d'un homme riche et célibataire sans expérience de l'éducation des enfants, furent convaincus par son engagement sincère et par les conditions de vie précaires des filles. Malgré tout, il était régulièrement évalué et savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter la garde. « Lucie, tu t'es brossé les dents ?» demanda Thierry, tout en essayant de coiffer les cheveux de Camille pour l'école. « Je l'ai fait, » répondit la fillette, apparaissant à la porte de la salle de bain, la brosse à dents encore à la main et du dentifrice sur le menton. Thierry sourit en attrapant un mouchoir pour lui essuyer le visage. « Réessaye, et cette fois, utilise de l'eau. D'accord ?» Ces petits moments, enseigner, guider, prendre soin, étaient entièrement nouveaux pour lui. Au début, il se sentait complètement perdu. Il ne savait pas ce que les enfants de 5 ans devaient manger, à quelle heure ils devaient dormir, ou comment les réconforter quand ils faisaient des cauchemars. Il engagea une nounou professionnelle pour l'aider pendant la journée pendant qu'il travaillait, mais il insistait pour être là le matin et le soir. Il voulait être plus qu'un pourvoyeur de fonds. Il voulait être une présence constante, comme Isabelle l'aurait été. « Je peux emmener Monsieur Bouton à l'école aujourd'hui ?» demanda Camille, tenant un ours en peluche cabossé qu'elle avait ramené de l'ancien appartement. « Ne se sentira-t-il pas seul dans ton sac à dos ?» demanda Thierry en finissant la tresse dans ses cheveux avec une habileté nouvellement acquise. Camille y réfléchit sérieusement. « Peut-être qu'il vaut mieux qu'il reste ici et surveille ton bureau. » Thierry sourit. C'était incroyable de voir comment les filles pouvaient être matures un instant et complètement enfantines le suivant. « Prêt pour la journée, monsieur Bouton ?» demanda-t-il à l'ours en le plaçant en position de garde sur son bureau. Camille gloussa, ravi du jeu. Pour Thierry, il était encore surprenant de voir comment le son de ce rire pouvait combler des espaces vides dans son cœur dont il ignorait l'existence. Le week-end, Thierry emmena les filles au parc avec leurs nouvelles bicyclettes. Il en avait acheté une pour chacune avec des roulettes, des casques et tout l'équipement de sécurité nécessaire. Les jumelles étaient en folle de joie.
Elle n'avait jamais eu de vélos auparavant. « Tu dois trouver ton équilibre », expliqua-t-il en tenant la selle du vélo de Lucie alors qu'elle pédalait avec incertitude. « C'est ça. Très bien. »« Ne lâche pas !» plaida-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'excitation. « Je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas prête, » promit-il. Camille, toujours la plus audacieuse, pédalait déjà à quelques mètres devant, les roulettes stabilisant son cheminement bancal. « Regarde, Thierry, je roule !» cria-t-elle, le visage rayonnant de fierté. Il sourit au son de son prénom. Les filles avaient commencé à l'appeler Thierry au lieu de Monsieur Dubois, signe que les barrières tombaient lentement. Pendant 1 heure, il courut d'avant en arrière, alternant entre les 2 filles, leur apprenant à freiner, à tourner, à garder l'équilibre. Son pantalon de costume coûteux finit taché d'herbe aux genoux, et il avait depuis longtemps rangé sa cravate dans sa poche, mais il s'en moquait. La joie de les voir apprendre et remporter de petites victoires valait plus que n'importe quelle réunion d'affaires. Quand Lucie réussit enfin à pédaler seule sur quelques mètres sans tomber, le sourire sur son visage était comme un rayon de soleil. « J'ai réussi. Tu as vu ? J'ai réussi. »« Bien sûr que j'ai vu, » applaudit Thierry, ressentant une fierté qui le surprit par son intensité. « Tu es incroyable, Lucie. » Sur le chemin du retour, les filles épuisées mais heureuses, Thierry réfléchit à quel point sa vie avait changé. Il y a 3 mois, il aurait travaillé un dimanche, vérifiant des rapports ou négociant des contrats par téléphone. Maintenant, il avait de l'herbe sous les ongles et le cœur léger. Les soirées étaient devenues son moment préféré de la journée. Après le dîner, qu'il insistait désormais pour prendre avec les filles, au lieu de seul dans son bureau, il avait instauré un rituel de l'histoire du soir. « Quel livre lisons-nous ce soir ?» demanda-t-il, assis sur le bord du lit, où les jumelles étaient déjà installées. Elles insistaient pour dormir ensemble, même si elles avaient des chambres séparées. « Invente une histoire » demanda Camille, les yeux déjà lourds de sommeil. « Sur quoi ? Un dragon » suggéra Lucie. « Qui devient ami avec une princesse » ajouta Camille. Thierry sourit et commença à inventer un conte sur un dragon solitaire vivant sur une montagne et une princesse courageuse qui, au lieu de le craindre, lui offrit son amitié. En racontant l'histoire, il réalisa qu'elle parlait d'acceptation, d'appartenance et de famille, des thèmes qui dominaient désormais ses propres pensées. Au moment où il termina, Lucie était déjà profondément endormie, mais Camille luttait encore contre la somnolence. « Thierry, » murmura-t-elle, « est-ce que tu vas rester avec nous pour toujours ?» La question le prit au dépourvu, et il sentit un nœud dans sa gorge. « Je ferai tout ce que je peux pour rester avec vous. »« Oui, promets-le, » insista-t-elle, les yeux se fermant. « Je le promets. » Et cette fois, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Isabelle toutes ces années auparavant, il était déterminé à la tenir. Camille sourit et se laissa finalement aller au sommeil. Thierry resta là quelques minutes de plus, observant les 2 filles, si petites et vulnérables, et pourtant si fortes, tout comme Isabelle. « J'essaie de faire ce qui est juste, Isabelle, » chuchota-t-il dans la pièce silencieuse. « J'espère que tu es fière. » Le mardi matin commença comme n'importe quel autre. Thierry prépara le petit déjeuner pendant que les filles s'habillaient pour l'école. Il avait appris à faire des crêpes, pas parfaites, mais les jumelles semblaient apprécier ses efforts culinaires. Le téléphone sonna et il répondit distraitement, pensant que c'était peut-être son assistant qui appelait au sujet de la prochaine réunion du conseil d'administration. Thierry Dubois. « Alors c'est vrai !» répondit une voix masculine rauque et légèrement pâteuse. « Le grand homme d'affaires joue au papa maintenant. »« Qui est à l'appareil ?» demanda Thierry, sa prise sur le téléphone se resserrant. « Considérez-moi comme un père concerné, » répondit la voix sarcastiquement. « J'ai entendu dire que vous aviez mes filles. » Thierry sentit son sang se glacer. Le père des filles, l'homme qu'Isabelle avait chassé de sa vie des années auparavant, l'homme qui les avait abandonnées avant même leur naissance. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» demanda Thierry, gardant sa voix basse pour que les filles ne l'entendent pas depuis la salle à manger. « J'ai mes sources, » dit l'homme. « Écoutez, coupons court au bavardage. Je sais que vous êtes riche.
Je sais aussi que vous n'avez aucun droit légal sur mes filles. Moi, en revanche, je suis le père biologique. » « Un père qui ne s'est jamais soucié d'elles, » rétorqua Thierry, la colère montant dans sa poitrine. « Détail, détail, » ricana l'homme. « Un son froid et méchant. Le fait est que je peux les récupérer quand je veux. À moins, bien sûr, que nous ne parvenions à un accord. »« Quel genre d'accord ?» demanda Thierry, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Un accord financier. Vous gardez les filles, je reçois une compensation convenable pour ma souffrance paternelle. » Thierry prit une profonde inspiration, contrôlant l'envie de crier sur l'homme. « Vous me faites chanter, je vous offre une solution pratique, » corrigea l'homme. 50 000 € et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Les filles restent avec vous. Je continue mon chemin. Tout le monde y gagne. Je ne vous paierai pas pour abandonner vos filles, répondit fermement Thierry. Ce serait récompenser votre irresponsabilité. Il y eut un moment de silence. Puis la voix revint, dépouillée de toute fausse cordialité. « Écoutez-moi bien, petit riche. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je peux faire de votre vie un enfer si je le veux. Vous me menacez? Je vous explique la réalité. J'ai des droits sur ces filles. Si nous ne pouvons pas conclure un accord, je les prendrai. Et croyez-moi, je sais comment faire fonctionner le système en ma faveur. Une histoire à dormir debout sur un pauvre père luttant contre un milliardaire qui a volé ses filles. La presse va adorer ça. » Thierry serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. « Quel est votre nom ? » ?»« Sébastien Lambert. »« Cherchez-moi si vous voulez. Je suis sûr que vos enquêteurs trouveront quelque chose de sale. Tout le monde a des squelettes dans le placard. » Il rit de nouveau. « Mais sur le papier, je ne suis qu'un père qui veut récupérer ses filles. Pensez-y. » L'appel se termina, laissant Thierry debout dans la cuisine, abasourdi par la menace. Par la porte, il pouvait voir Camille et Lucie bavarder joyeusement, totalement inconscientes du danger qui venait de surgir. « A-t-il des droits légaux ?» demanda Thierry quelques heures plus tard, assis dans son bureau. Les filles étaient à l'école et il avait convoqué une réunion d'urgence avec son avocat. Maître Chen, son avocat depuis plus d'une décennie, ajusta ses lunettes et soupira. « Techniquement, oui. En tant que père biologique, il a des droits parentaux présumés, à moins qu'ils n'aient été légalement révoqués. Il les a abandonnés, argumenta Thierry. Isabelle les a élevés seule. L'abandon peut être un motif de révocation des droits parentaux, mais cela doit être prouvé devant un tribunal, expliqua Maître Chen. Et même dans ce cas, les juges ont tendance à favoriser la réunification familiale chaque fois que possible. Thierry passa une main dans ses cheveux, frustré. Il ne se soucie même pas d'elle. Il veut juste de l'argent. Ce qui rend cela encore plus compliqué, convint Maître Chen. Si nous payons, cela pourrait être considéré comme un achat d'enfant, ce qui est illégal. Si nous ne payons pas, il pourrait intenter une action en justice pour la garde. Et bien que ses chances soient peu minces, le processus serait dévastateur pour les filles. Quelle est notre meilleure option? Maître Chen prit un moment pour réfléchir. Passer à l'offensive. Demander la garde permanente avant qu'il ne le fasse. Rassembler des preuves de sa négligence et de son abandon. Montrer comment les filles s'épanouissent sous votre garde. Et surtout, prouver que vous agissez dans leur meilleur intérêt, et pas seulement en faisant jouer votre pouvoir financier. Thierry hocha la tête, déterminé. Faites tout ce qui est nécessaire. Engagez les meilleurs enquêteurs. Je veux tout savoir sur ce Sébastien Lambert. Je dois vous avertir que ça pourrait devenir moche, prévint Maître Chen. Il pourrait porter des accusations, fouiller dans votre passé, remettre en question vos motivations. La presse s'en mêlera probablement. Je me fiche de la presse, dit Thierry. Je ne me soucie que de ces deux filles. Je leur ai promis que nous resterions ensemble, et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Après le départ de l'avocat, Thierry resta dans son bureau, regardant M. Bouton, toujours positionné comme un gardien sur son bureau. L'idée de perdre les filles était insupportable. En quelques semaines à peine, elles étaient devenues son monde entier. Il ne laisserait pas un opportuniste les lui enlever. Pas pour de l'argent, pas par vengeance, pas pour quoi que ce soit. Quand le téléphone sonna de nouveau, Thierry répondit avec prudence, craignant un autre appel de Lambert. « Monsieur Dubois, c'est l'école qui appelle.
Camille a de la fièvre et demande à vous voir. » Toutes les inquiétudes concernant les poursuites et la garde s'évaporèrent instantanément, remplacées par le souci immédiat du bien-être de Camille. « J'arrive tout de suite, » dit-il, attrapant déjà ses clés de voiture. En partant, il jeta un dernier coup d'œil à l'ours en peluche. « Tenez-le fort, monsieur Bouton, nous serons bientôt de retour. » Peu importe les batailles qu'il devait mener, légales, personnelles ou émotionnelles, Thierry était prêt à toutes les affronter. Pour Camille et Lucie, pour Isabelle, et il s'en rendit compte, pour lui-même aussi. Le tribunal de la famille était un imposant bâtiment en briques rouges avec des colonnes blanches contrastant avec le ciel gris d'automne ce matin-là. Thierry arriva 1 heure plus tôt, accompagné de Maître Chen et d'une équipe d'assistants, transportant des dossiers méticuleusement organisés, détaillant chaque aspect de sa vie avec les jumelles au cours des derniers mois. En marchant dans les couloirs en marbre poli sous le haut plafond aux détails classiques, Thierry avait l'impression de marcher vers sa propre exécution. Son cœur battait la chamade, et sa cravate parfaitement nouée lui semblait étouffante. Il portait un costume bleu marine conservateur, rien de tape à l'œil qui pourrait renforcer l'image du milliardaire arrogant que l'avocat de Lambert essaierait probablement de présenter. « Respirez profondément », conseilla Maître Chen, remarquant sa tension. « La juge Winters est connue pour être juste, bien que stricte. Elle posera beaucoup de questions, certaines meuglichovaises inconfortables. Répondez honnêtement, regardez-la dans les yeux et évitez de divaguer. Plus c'est direct, mieux c'est. » Thierry hocha la tête, essayant de se calmer. « Les filles sont-elles déjà arrivées ? » ?»« Elles sont avec l'assistante sociale dans une pièce séparée, » confirma Maître Chen. « Le docteur Martinez est avec elles. C'est l'une des meilleures du service. Elle les préparera correctement pour l'entretien avec la juge. » Une porte s'ouvrit au bout du couloir et Thierry vit Camille et Lucie, conduites par une femme d'âge mûr, au visage bienveillant. Les filles portèrent les robes qu'elles avaient choisies le week-end précédent. Lucie en bleu avec des broderies blanches, Camille en rose avec un petit ruban sur la poitrine. Leurs cheveux étaient soigneusement peignés et elles portaient de petits sacs à dos avec des jouets de réconfort à l'intérieur, comme elles l'avaient prévu. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent momentanément, mais elles se souvinrent rapidement de garder leur sang-froid. Thierry leur avait parlé ces derniers jours, leur expliquant ce qui se passerait au tribunal. « Ce sera comme parler à la directrice de l'école, » avait-il dit. « Vous avez juste besoin de dire ce que vous ressentez et ce que c'est de vivre avec moi. » « Et s'il pose des questions sur maman ?» avait demandé Lucie, ses grands yeux remplis d'inquiétude. « Alors parlez d'elle avec tout l'amour que vous avez dans votre cœur, » avait-il répondu, ravalant une boule dans sa gorge. Maintenant, les voyant si petites dans cet environnement intimidant, Thierry ressentit plus de peur qu'il n'en avait jamais eu dans n'importe quelle négociation de plusieurs millions de dollars. Le docteur Martinez s'approcha, gardant les filles à une distance respectueuse. « Monsieur Dubois, bonjour. Les filles vont bien, mais un peu nerveuses, comme on pouvait s'y attendre. Elles auront l'occasion de vous parler avant l'audience. » Thierry s'agenouilla à leur niveau. « Bonjour, mes princesses. Vous êtes prêtes ?» Camille, toujours la plus forte, hocha la tête sérieusement. « On est courageuse, comme tu l'as dit. » Lucie, cependant, semblait sur le point de pleurer. « Je n'aime pas cet endroit. C'est grand et ça fait peur. »« Je sais, » acquiesça-t-il en redressant le nœud dans ses cheveux. « Mais ce sera bientôt fini, et ensuite nous pourrons aller manger une glace. Ça vous dit ?» Les yeux de Lucie s'illuminèrent légèrement. « Avec des pépites de chocolat ?»« Comme tu voudras, » promit-il. À ce moment, un mouvement près de l'entrée principale attira son attention. Sébastien Lambert entra, accompagné de son avocat, Maître Diaz, un homme au visage dur dans un costume bon marché, connu pour ses tactiques agressives dans les affaires de garde. Lambert portait un costume qui ne lui allait manifestement pas, probablement emprunté pour l'occasion. Même de loin, Thierry nota ses yeux injectés de sang et le léger tremblement de ses mains, signe d'une gueule de bois ou d'un sevrage. Les filles suivirent son regard avec curiosité. « Qui est cet homme ?» demanda Camille,
toujours observatrice. Thierry hésita, choisissant ses mots avec soin. « C'est Sébastien Lambert. Il est votre père biologique. » Lucie serra sa main plus fort. « Il ne nous ressemble pas. »« Toutes les familles ne se ressemblent pas, ma chérie, » répondit-il doucement. Un huissier de justice apparut, annonçant que l'audience commencerait dans 15 minutes. Le docteur Martinez guida doucement les filles, les ramenant dans la salle d'attente. Thierry les regarda partir, chaque pas qu'elles faisaient lui arrachant le cœur. « Souvenez-vous, » dit maître Chen en lui donnant une tape rassurante sur l'épaule. « Nous sommes bien préparés. Nous avons des témoins solides, des rapports positifs des travailleurs sociaux et des preuves de la négligence de Lambert. Restez calme et confiant. » Thierry essaya de s'accrocher à ces mots en entrant dans la salle d'audience. La salle d'audience numéro 4 était plus petite et plus intime que celles souvent dépeintes à la télévision. Elle avait du bois sombre et poli, un éclairage jaunâtre et le drapeau du pays à côté du banc du juge. Seules les personnes directement impliquées dans l'affaire et quelques témoins attendant au premier rang étaient présents. La juge Eleanor Winters, une femme à l'apparence sévère mais pas hostile, les cheveux grisonnants, impeccablement coiffés et les yeux perçants, entra après l'annonce de l'huissier. Tout le monde se leva et attendit qu'elle s'assoie avant de prendre place. « Bonjour à tous », commença-t-elle en mettant ses lunettes de lecture et en examinant les documents devant elle. « Nous sommes ici pour décider de la garde de Camille et Lucie Dubois, actuellement sous la tutelle temporaire de M. Thierry Dubois, mais dont la garde est contestée par leur père biologique, M. Sébastien Lambert. » Elle regarda par-dessus ses lunettes, d'abord Thierry, puis Lambert. « Je souligne que dans ma salle d'audience, le seul intérêt est le bien-être des enfants. Je ne suis pas influencé par le pouvoir ou l'argent, ni par des histoires de rédemption larmoyantes sans preuve concrète. » Thierry sentit un léger soulagement. Au moins, la juge ne semblait pas encline à favoriser la richesse ou une histoire à dormir debout. « Nous allons commencer par les déclarations liminaires, » dit la juge Winters. « Maître Diaz, en tant que conseil du demandeur, je vous en prie. » Maître Diaz se leva, dégageant une confiance répétée. « Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement les droits naturels et biologiques contre le privilège financier. Mon client, Sébastien Lambert, est le père biologique des filles. Ce fait est incontesté et, de par la loi, lui confère des droits parentaux présumés. » Il marqua une pause dramatique. Monsieur Lambert a fait des erreurs dans le passé. Oui, il était jeune et non préparé lorsqu'il a appris la grossesse. Il a fait l'erreur de s'éloigner. Mais maintenant, il est ici, prêt à assumer ses responsabilités, prêt à rencontrer ses filles, prêt à être le père qu'elles méritent. Diaz fit quelques pas, gesticulant avec emphase. De l'autre côté, nous avons M. Dubois, un homme d'une immense richesse et d'un immense pouvoir. Oui, mais un parfait étranger pour les filles, jusqu'à il y a quelques mois. Pas de lien biologique, pas de lien légal, seulement une vieille amitié avec leur défunte mère. Il baissa la voix de façon spectaculaire. Nous ne remettons pas en question ses intentions ou sa générosité, mais nous nous demandons quel est son véritable motif. La culpabilité, l'expiation, un caprice philanthropique qui pourrait prendre fin dès que la nouveauté s'estompera. Thierry sentit son sang bouillir, mais maintint une expression neutre, comme maître Chen le lui avait demandé. Monsieur Dubois a de vastes ressources pour fournir des luxes matériels, sans aucun doute, poursuivit Diaz. Mais des jouets coûteux et des écoles d'élite peuvent-ils remplacer l'amour naturel d'un père? La loi, dans sa sagesse, estime que non, à moins qu'il ne soit prouvé que mon client est totalement inapte. Le droit naturel prévaut sur la commodité financière. D'un signe de tête à la juge, Diaz s'assit, l'air satisfait. Maître Chen se leva calmement, ajustant ses lunettes. Son attitude contrastait vivement avec la performance théâtrale de Diaz. Calme, mesuré, professionnel. « Votre honneur », commença-t-il. « Cette affaire ne concerne pas la biologie contre les finances, comme le conseil adverse voudrait nous le faire croire. Il s'agit du meilleur intérêt de 2 fillettes de 5 ans qui ont déjà subi la perte traumatisante de leur mère. »
Il ouvrit un dossier en retirant quelques photographies. « Voici Camille et Lucie, il y a 3 mois, lorsque M. Dubois les a trouvés. Et les voici maintenant. » Les photos furent remises à la juge, montrant un contraste saisissant. Avant, 2 filles minces en vêtements usés avec des expressions anxieuses. Après, les mêmes enfants souriants, en bonne santé, avec des vêtements appropriés et des signes de sécurité. « M. Dubois n'a pas seulement fourni une stabilité matérielle, poursuivit Maître Chen. Il s'est entièrement consacré à la création d'un environnement sûr, aimant et stimulant. Il a complètement réorganisé sa vie professionnelle, son temps, ses priorités. Il a établi des routines saines, assuré des soins médicaux et psychologiques, les a réinscrites à l'école, a appris à leur tresser les cheveux, à leur raconter des histoires pour s'endormir et à apaiser leurs cauchemars. » Maître Chen sortit d'autres documents. Nous avons ici des rapports de leur école, des déclarations de leur pédopsychiatre et des évaluations de l'assistante sociale, désignée par le tribunal, tous attestant du lien fort et du développement positif des filles, sous la garde de M. Dubois. Se tournant brièvement pour jeter un coup d'œil à Lambert avant de se concentrer à nouveau sur la juge, Maître Chen poursuivit. « Quant à M. Lambert, nous demandons à ce tribunal de prendre en considération certains faits. Il a abandonné Isabelle Dubois lorsqu'il a appris la grossesse. Il n'a pas contribué un seul centime à l'éducation des filles. Il ne s'est présenté qu'une seule fois en 5 ans, ivre, exigeant de l'argent de la mère, et, plus révélateur encore, il ne s'est intéressé aux filles qu'après avoir appris qu'elles étaient avec un homme riche. » Lambert s'agita mal à l'aise sur son siège, tandis que Diaz griffonnait furieusement des notes. « Votre honneur, conclut Maître Chen, nous reconnaissons que les liens biologiques sont importants, mais plus important encore est le bien-être émotionnel et psychologique de 2 enfants qui ont enfin trouvé la stabilité après une perte dévastatrice. Déraciner Camille et Lucie du foyer qu'elles ont construit avec M. Dubois et les placer avec un père qui n'a jamais montré d'intérêt sincère serait une seconde tragédie pour elles. » L'audience se poursuivit avec les témoignages. D'abord, l'assistante sociale désignée par le tribunal présenta son évaluation, décrivant le domicile de Thierry comme exceptionnellement adapté et son interaction avec les filles comme naturellement affectueuse et attentive. L'enseignante des jumelles témoigna de leur progrès scolaire depuis qu'elles vivaient avec Thierry. Elles sont arrivées timides et peu sûres d'elles. Maintenant, elles participent, sourient, se font des amis. Camille lit au-dessus de son niveau scolaire et Lucie a complètement surmonté sa difficulté avec les chiffres. Madame Michaud, la voisine âgée qui s'était occupée des filles après la mort d'Isabelle, fut amenée en fauteuil roulant. Malgré sa fragilité physique, sa voix était forte lorsqu'elle décrivit la négligence de Lambert et le dévouement de Thierry. Isabelle a élevé ses filles seule, travaillant jusqu'à ce qu'elles tombent malades, témoigna-t-elle en regardant directement Lambert. Où étiez-vous quand elle avait besoin d'argent pour les médicaments des filles? Où étiez-vous quand Camille a eu une pneumonie à 3 ans et qu'Isabelle a passé des nuits blanches à son chevet? Elle regarda ensuite la juge. Thierry Dubois est entré dans la vie de ses enfants comme une bénédiction. Pour la première fois, elles ont ce qu'elles méritent. Pas seulement le confort matériel, mais quelqu'un qui se soucie vraiment d'elles. Lambert présenta ensuite son histoire de rédemption. Comment il avait lutté contre l'alcoolisme, comment il avait toujours pensé à ses filles, comment il avait maintenant un emploi stable de mécanicien et un appartement modeste adapté aux enfants. « J'ai fait des erreurs, votre honneur, » dit-il, des larmes que Thierry soupçonnait d'être répétées coulant sur ses joues. « Mais je suis sobre depuis 6 mois maintenant. Je veux rencontrer mes filles, leur montrer qu'elles ont un père qui les aime. » Son seul soutien vint du propriétaire du garage, qui confirma sa ponctualité au cours des derniers mois et mentionna que Sébastien parlait toujours de ses filles. Après une courte pause, ce fut au tour de Thierry de témoigner. Il prit place là où on le lui indiqua, sentant le poids de chaque regard dans la pièce. « Monsieur Dubois, » commença la juge, « vous êtes un homme extrêmement occupé avec des responsabilités commerciales mondiales. Comment conciliez-vous cela avec l'éducation de 2 jeunes enfants? J'ai complètement réorganisé mes priorités. Votre honneur,
répondit-il en gardant les yeux fixés sur les siens. « J'ai délégué une grande partie de mon travail, refusé les voyages internationaux et fixé des horaires stricts pour être présent dans la vie des filles. J'organise ma journée pour prendre le petit déjeuner avec elles, les emmener à l'école chaque fois que possible, et je suis invariablement à la maison pour le dîner et le coucher. Et lorsque je dois inévitablement voyager, j'ai une nounou hautement qualifiée, Madame Bennett, que les filles adorent. Mais je limite les voyages à ce qui est absolument essentiel et uniquement sur de courtes distances où je peux revenir le jour même. » La juge consulta ses notes. « Vous n'avez aucune expérience préalable avec les enfants, n'est-ce pas? Pas d'enfants à vous, pas de nièces ou de neveux. Non, votre honneur, mais j'ai appris rapidement. » Il offrit un léger sourire. « J'ai découvert que les cadres peuvent apprendre beaucoup des enfants de 5 ans sur ce qui compte vraiment dans la vie. » La juge l'étudia un instant. « Monsieur Dubois, soyez tout à fait honnête. Quelle est votre réelle motivation pour vouloir la garde de ces filles? La culpabilité de ne pas avoir aidé leur mère? Une promesse faite il y a longtemps? Un désir tardif de famille? » Thierry sentit que c'était la question cruciale. Il prit une profonde inspiration. « J'ai commencé motivé par une dette envers Isabelle. Oui, elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, et je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi. Je ressens un profond regret que je porterai à jamais. » Il marqua une pause, mais cela a changé au moment où j'ai rencontré Camille et Lucie. Elles ne sont pas une obligation ou un moyen de me racheter. Ce sont des petites personnes extraordinaires qui ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La simple vérité, votre honneur, c'est que je les aime, et je ne peux plus imaginer ma vie sans elles. Le moment que Thierry redoutait le plus arriva. La juge demanda à parler aux filles en privé. Camille et Lucie furent amenées, l'air trop sérieux pour des enfants si jeunes. Thierry leur fit un sourire encourageant alors qu'elles suivaient la juge dans son bureau. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de sa vie. Assis sur le banc dur, incapable de se concentrer sur les mots de Maître Chen, Thierry ne pouvait penser qu'à ce qui se passait derrière cette porte fermée. Les filles comprendraient-elles les questions? Auraient-elles peur? Parleraient-elles ouvertement de ce qu'elles ressentaient? Quand la porte s'ouvrit enfin, Camille et Lucie sortirent main dans la main. Lucie courut droit vers Thierry, lui serrant les jambes. « Elle a posé beaucoup de questions, » chuchota-t-elle. « Sur vous? Sur maman? Sur l'homme qui est notre père? Vous avez été très courageuse, » répondit-il en lui caressant les cheveux. Camille se tenait à proximité, ses yeux s'attardant curieusement sur Lambert, qui regardait de l'autre côté de la pièce. « Il a l'air triste, » commenta-t-elle doucement à Thierry. « Parfois, les gens portent beaucoup de tristesse en eux, » répondit-il, ne sachant comment expliquer la complexité. « Comme vous, avant que nous nous rencontrions ?» demanda Camille, le surprenant par sa perspicacité. « Oui, » admit-il, « comme moi avant vous. » La juge Winters remit ses lunettes, examinant ses notes un long moment avant de rendre sa décision. Le silence dans la pièce était si dense que Thierry pouvait entendre son propre rythme cardiaque. « Cette affaire soulève des questions complexes, » commença-t-elle. « D'un côté, nous avons les droits légaux du père biologique. De l'autre, le bien-être des enfants et les liens affectifs déjà formés. » Elle feuilleta quelques documents. « J'ai parlé avec Camille et Lucie. Ce sont des enfants brillantes et éloquentes pour leur âge, et elles sont clairement bien soignées. Elles ont exprimé une profonde affection pour M. Dubois et une adaptation positive à leur nouveau foyer. » Thierry sentit une lueur d'espoir. « Cependant, » poursuivit la juge, et avec ce seul mot, son cœur sombra. « Je ne peux ignorer les droits paternels de M. Lambert sans une évaluation plus approfondie de son aptitude. Son histoire récente suggère un effort de rétablissement qui mérite d'être pris en considération. » Elle croisa les mains, semblant peser chaque phrase. « Je dois également considérer que malgré les meilleures intentions de M. Dubois et ses excellents soins, il n'a aucun lien légal ou biologique avec les enfants. Son lien avec leur défunte mère, bien que significatif, ne lui confère pas automatiquement des droits de garde. » Lambert s'autorisa un petit sourire victorieux alors que Thierry sentait son monde s'effondrer.
Compte tenu de tous les facteurs, ma décision préliminaire est la suivante, annonça la juge. Pendant que nous menons une enquête plus approfondie, y compris un examen plus approfondi de l'aptitude de M. Lambert et des évaluations psychologiques complètes, les filles seront placées temporairement dans un foyer d'accueil neutre, des familles d'accueil expérimentées dans les soins de transition. Non! Thierry ne put contenir son éclat, se levant involontairement. La juge lui lança un regard sévère. « Je comprends votre réaction, monsieur Dubois, mais c'est une mesure temporaire pour s'assurer que les deux parties ont une chance égale de démontrer leur aptitude à la garde sans l'avantage de la possession actuelle. Les deux parties auront des droits de visite supervisés pendant cette période. » « Votre honneur, intervint rapidement maître Chen. Mon client a établi une routine stable avec les filles. Les retirer brusquement causera un traumatisme inutile. Je suis d'accord que la transition doit être gérée avec soin, répondit la juge. C'est pourquoi M. Dubois aura jusqu'à demain pour préparer les filles et leurs affaires. Une assistante sociale supervisera. D'un coup de marteau, l'audience se termina, laissant Thierry chancelant comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Ce qui suivit fut un flou de mouvements et de sons. L'assistante sociale expliquant aux filles ce qui allait se passer, Lucie s'accrochant à Thierry, des larmes coulant sur son petit visage. Camille, silencieuse et pâle, demandant si elles avaient en fait quelque chose de mal. Les tentatives infructueuses de Thierry pour les rassurer que ce n'était que temporaire, qu'il se battrait pour elles, que tout irait bien. Le lendemain, dans son hôtel particulier, il aida les jumelles à faire leurs valises. Il plaça l'ours en peluche préféré de Camille dans son sac à dos avec leurs livres les plus aimés. Il enveloppa soigneusement la couverture spéciale de Lucie, celle avec des étoiles qui brillent dans le noir. « Vous resterez chez les Foster juste pour un petit moment, » expliqua-t-il en pliant de minuscules t-shirts colorés. « Ils sont très gentils, ils ont un grand jardin et même un chien. » Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et je vous rendrai visite tous les jours. Je le promets. » Lorsque la voiture de l'assistante sociale arriva, Thierry eut l'impression de vivre un cauchemar. Au dernier moment, Lucie jeta ses bras autour de son cou, refusant de le lâcher. « Thierry! Thierry !» cria-t-elle entre deux sanglots. « S'il te plaît, viens avec nous. Je ne veux pas y aller. Je vous rendrai visite demain, promit-il en retenant ses propres larmes. Tous les jours. C'est juste pour un petit moment. Promis ? Demanda Camille en tenant la main de sa sœur, la seule à réussir à garder un semblant de calme. Je le promets. Il força un autre sourire. Soyez courageuse comme l'était votre mère. Vous vous souvenez ? Les filles hochèrent la tête au milieu de leurs larmes, puis elles furent à l'intérieur de la voiture, le regardant par la fenêtre. De petites mains pressées contre la vitre, des visages remplis de confusion et de perte. Thierry regarda la voiture s'éloigner, emportant avec elle tout ce qui avait donné un sens à sa vie ces derniers mois. Quand elle disparut enfin au coin de la rue, il se laissa tomber sur les marches de l'hôtel particulier, son corps secoué de sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Maître Chen, qui avait observé à distance, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Nous ferons appel immédiatement, dit-il. J'ai des relations. Je peux accélérer le processus. Nous allons creuser plus profondément dans le passé de Lambert. Il y a quelque chose de louche dans son histoire de rédemption soudaine. » Thierry leva la tête, les yeux rouges, mais enflammés d'un nouveau feu. « Faites tout ce qu'il faut. Je ne perdrai pas ces filles. »« Vous ne les avez pas laissées tomber, » dit maître Chen, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ce n'est qu'un revers temporaire. Nous nous battrons, et nous gagnerons. » Thierry se leva, s'essuyant le visage et redressant les épaules. Il avait laissé tomber Isabelle. Oui, mais il ne laisserait pas tomber ses filles. Pas cette fois. Je leur rendrai visite demain, annonça-t-il, sa voix retrouvant sa fermeté. Et en attendant, je veux tout savoir sur Sébastien Lambert. Chaque détail, chaque mensonge. Car cette fois, Thierry Dubois ne romprait pas sa promesse, même s'il devait remuer ciel et terre pour la tenir. Les 2 semaines que Camille et Lucie passèrent chez les Foster furent les plus longues de la vie de Thierry. Malgré les visites quotidiennes autorisées par le tribunal,
la douleur de les voir dans un environnement étrange et de devoir leur dire au revoir tous les jours le déchirait. Les filles s'adaptèrent mieux que lui. Les enfants ont une résilience remarquable. Mais il voyait toujours la tristesse dans leurs yeux quand il était temps pour lui de partir. Pendant ce temps, Maître Chen travaillait sans relâche, cherchant tout ce qui pourrait aider leur cause. L'enquête sur Sébastien Lambert progressait lentement, avec quelques découvertes troublantes, mais rien de suffisamment concluant pour une victoire définitive au tribunal. L'après-midi précédant l'audience finale, Thierry reçut un appel inattendu de Maître Chen. « Nous avons trouvé quelque chose », dit l'avocat, sa voix habituellement calme, remplie d'urgence. « Ou plutôt, quelqu'un nous a trouvés. J'ai besoin de vous au bureau immédiatement. » Thierry atteignit l'imposant immeuble de bureau en un temps record. Dans la salle de conférence, Maître Chen attendait avec un homme d'âge mûr qui avait l'air fatigué, portant un uniforme de concierge. « Thierry, voici Franck Dominguez », présenta Maître Chen. « Il travaille dans l'immeuble où vit Lambert. » L'homme tendit une main calleuse pour une poignée de main rapide. Il avait des cernes sous les yeux et une expression inquiète. « Monsieur Dominguez est venu nous voir après avoir vu l'article de journal sur l'affaire, » expliqua Maître Chen. « J'ai vu la photo des filles, » dit Franck, parlant avec un léger accent hispanique. « Je les reconnais. Ce sont les mêmes enfants que Lambert amène à l'appartement lors de ses visites supervisées. » Le cœur de Thierry s'emballa. « Vous avez vu quelque chose ?» Franck passa une main dans ses cheveux grisonnants, clairement mal à l'aise. « Je travaille dans cet immeuble depuis 15 ans. Je connais tous les résidents. Lambert a emménagé il y a 8 mois. Il a toujours causé des problèmes, du bruit et des fêtes, les voisins se plaignant. Il marqua une pause comme s'il décidait de continuer. Ces dernières semaines, depuis qu'il a commencé à recevoir les filles, il a changé. L'endroit est plus propre, il est plus poli, salue les gens. Je pensais peut-être qu'il était vraiment en train de changer de vie. Mais, incita Maître Chen, sentant l'hésitation. Avant-hier, après que l'assistante sociale soit partie avec les filles, Lambert a reçu des amis. Ils buvaient dans un bar en bas de la rue. Ils étaient bruyants, riaient. Franck regarda directement Thierry. Je l'ai entendu se vanter de la façon dont il était sur le point de réussir l'arnaque à la garde. Il a dit qu'une fois qu'il aurait les filles, il pourrait négocier un meilleur accord avec ce type riche. Thierry sentit son sang bouillir. Il a admis qu'il ne voulait que de l'argent. Ça et plus encore, continua Franck. Il a dit qu'il ne supporterait pas ces gamines longtemps, mais qu'elles serviraient de levier pour obtenir une grosse pension de votre part. Ses amis ont ri et ont trinqué à son plan brillant. Seriez-vous prêt à témoigner de cela au tribunal demain ? Demanda Maître Chen, son expression grave. Frank hésita de nouveau. « J'ai 2 emplois, 3 enfants à charge. Je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis. »« Je comprends, » dit Thierry en s'asseyant en face de lui. « Mais ces filles ont déjà perdu leur mère. Elles ne méritent pas d'être utilisées comme des pions. » Frank baissa les yeux. « Ma femme est décédée quand mes enfants étaient petits. Je sais ce que c'est de lutter pour élever des enfants seuls. » Il soupira profondément. « Je serai au tribunal demain. » Thierry sentit une vague de gratitude. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Prenez bien soin d'elle, » répondit simplement Franck. « C'est le meilleur des remerciements. » Après le départ du concierge, Maître Chen organisa rapidement quelques documents. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Un témoin indépendant des véritables intentions de Lambert. »« Est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Thierry, s'autorisant une étincelle d'espoir. Combiné avec les rapports positifs sur votre garde et les preuves circonstancielles que nous avons déjà sur Lambert, je le crois. Pour la première fois depuis des jours, Maître Chen sourit. Préparons tout pour demain. Le vent tourne, Thierry. Le jour de l'audience finale se leva avec un ciel d'un bleu exceptionnel, comme si l'univers lui-même voulait signaler un changement. Thierry arriva au palais de justice, tôt, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Dans le couloir, il rencontra les Foster, le couple qui s'occupait temporairement des filles. « Comment vont-elles » demanda-t-il avec anxiété. Madame Foster sourit gentiment. « Elles ont hâte de vous voir. Elles ont demandé toute la matinée quand vous arriveriez. Ce sont des enfants merveilleuses, ajouta M. Foster.
Quiconque obtiendra la garde aura beaucoup de chance. Thierry les remercia d'avoir bien pris soin des jumelles malgré la situation douloureuse. C'était réconfortant de savoir qu'elles étaient entre de bonnes mains pendant la transition. Maître Chen s'approcha, suivi de Frank, qui avait l'air nerveux dans son costume d'emprunt. Tout est préparé. Il témoignera au début de l'audience. La salle d'audience semblait plus petite et plus étouffante qu'auparavant. Thierry remarqua que Lambert semblait trop confiant, chuchotant et riant parfois avec son avocat. La vue le déstabilisa. L'homme croyait-il vraiment qu'il gagnerait? « Levez-vous pour l'honorable juge Eleanor Winters », annonça l'huissier. La juge entra, aussi sérieuse que toujours, et la séance commença. Après les formalités initiales, Maître Chen demanda à inclure une nouvelle déposition de témoins. « Votre honneur, Monsieur Frank Dominguez, est le concierge de l'immeuble où réside Monsieur Lambert. Il a des informations récentes cruciales, directement pertinentes pour cette affaire. » La juge l'autorisa, et Frank fut appelé à la barre. Il était hésitant au début, mais il gagna en confiance en relatant ce dont il avait été témoin. Il parla du comportement habituel de Lambert dans l'immeuble, des plaintes fréquentes des voisins concernant le bruit et les fêtes nocturnes, et enfin de la conversation choquante qu'il avait surprise. Il a dit clairement que les filles n'étaient qu'un moyen d'extorquer de l'argent à M. Dubois, conclut Frank. Il les a appelées gamines et a trinqué à son plan brillant avec ses copains. Le visage de Lambert était devenu pâle. Son avocat tenta de discréditer le témoignage, suggérant que Frank avait une vendetta personnelle ou avait mal compris une conversation décontractée entre amis. « Monsieur Dominguez, demanda Diaz, vous n'aimez pas mon client, n'est-ce pas? Vous avez eu des problèmes avec lui auparavant. Je n'ai rien contre lui personnellement, répondit honnêtement Frank. Je n'aime simplement pas voir des enfants utilisés. J'ai 3 enfants moi-même. Je sais à quel point un foyer stable est important. La juge demanda ensuite à Lambert de répondre aux accusations. Visiblement secoué, il nia tout, mais sa posture défensive et ses explications embrouillées ne firent que renforcer la crédibilité de Frank. Maître Chen saisit l'occasion de présenter d'autres preuves, des rapports de voisins sur des fêtes bruyantes dans l'appartement de Lambert, y compris une au cours des 2 dernières semaines, contredisant ses affirmations de sobriété, des relevés de cartes de crédit montrant des achats d'alcool et une photo récente, prise discrètement, de lui sortant d'un bar. La juge regarda attentivement, se penchant en avant, les yeux se plissant légèrement en examinant les preuves. Après tous les témoignages, elle annonça une pause de 30 minutes pour examiner les nouvelles informations. Thierry resta immobile pendant que la salle d'audience se vidait temporairement. Maître Chen lui serra l'épaule en signe de soutien silencieux. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, » dit l'avocat. « Maintenant, nous attendons. » Lorsque la juge Winters revint, le silence tomba de nouveau. Thierry pouvait entendre son propre cœur battre. « Ce tribunal valorise la vérité par-dessus tout, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme. Et la vérité qui a émergé ici aujourd'hui est profondément troublante. Les preuves suggèrent fortement que M. Lambert ne cherche pas la garde par amour paternel, mais pour un gain financier. Elle tourna quelques pages de ses notes avant de continuer. À la lumière du témoignage de M. Dominguez, combiné aux autres preuves, ce tribunal annule sa décision précédente. La garde temporaire de Camille et Lucie Dubois est accordée à M. Thierry Dubois pendant que nous menons une enquête plus approfondie sur la conduite de M. Lambert. Thierry ferma les yeux, un soulagement immense le déséquilibrant presque. Maître Chen lui serra le bras, souriant largement. « De plus, poursuivit la juge, les droits de visite de M. Lambert sont suspendus jusqu'à ce que cette enquête soit terminée et qu'une nouvelle audience ait lieu. » Elle jeta un regard sévère à Lambert, qui avait l'air abasourdi. « Ce tribunal ne tolérera pas que des enfants soient utilisés comme instruments d'extorsion. Si ces allégations sont confirmées, vous pourriez faire face à des poursuites pénales pour tentative d'extorsion. » D'un coup de marteau, l'audience se termina. Lambert partit rapidement, suivi de son avocat furieux. Thierry s'assit un instant, absorbant ce qui venait de se passer. « Nous avons gagné, » dit Maître Chen en souriant, « ou du moins cette bataille. »« Merci, »
réussit à dire Thierry en serrant la main de Franck qui avait l'air tout aussi soulagé. « Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Allez chercher vos filles, » répondit le concierge avec un sourire fatigué. « Elles vous attendent. » La salle d'attente où Camille et Lucie étaient assises avec les Foster s'illumina au moment où Thierry entra. Pendant une brève seconde, il se tint à la porte, contemplant les deux petites silhouettes assises sur un canapé, leurs jambes se balançant au-dessus du sol, des dessins étalés sur la table devant elles. « Thierry !» Lucie fut la première à le remarquer, son visage se transformant en pure joie. Elle sauta du canapé, courant vers lui. Camille leva les yeux de son dessin, et un sourire plus lent mais tout aussi radieux apparut sur son visage. En un instant, elles se précipitèrent toutes les deux vers lui, se jetant dans ses bras tendus. Thierry les serra fort, les soulevant du sol, sentant leurs petits bras autour de son cou, leur visage pressé contre sa poitrine. À ce moment-là, le monde semblait de nouveau parfait. « Vous rentrez à la maison avec moi, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Pour toujours ?» demanda Lucie, ses grands yeux fixés sur lui. « Pour ce qui me concerne, oui, » répondit-il en lui embrassant le haut de la tête. « Pour toujours ?» Les Foster aidèrent à rassembler les quelques affaires des filles, et bientôt ils étaient dans la voiture en route pour la maison. Thierry les regarda dans le rétroviseur, bavardant avec enthousiasme de tout ce qu'elles voulaient de faire en premier. Visiter leur chambre, voir leurs jouets, vérifier si les plantes qu'elles avaient semées dans le jardin avaient poussé. Un sentiment étrange commença à monter dans sa poitrine. Pas seulement du soulagement, mais un profond sentiment de responsabilité. Il était maintenant officiellement leur tuteur. Pas seulement temporairement, mais avec une réelle possibilité de permanence. L'ampleur de cela le submergea comme une vague. Et s'il n'était pas assez bon? Et s'il faisait des erreurs irrévocables? Et s'il les laissait tomber comme il avait laissé tomber Isabelle? L'anxiété resta avec lui pour le reste de la journée, même alors qu'il réintroduisait les filles dans leur routine à la maison, préparait leur dîner préféré et les aidait à réorganiser leur chambre. Cette nuit-là, après l'heure du bain et déjà en pyjama, les filles demandèrent à dormir dans son lit. « Juste ce soir, » plaida Camille, ses yeux suppliants. Pour qu'on sache que ce n'est pas un rêve. Comment pouvait-il dire non? Ils s'installèrent tous les trois dans le grand lit, Thierry au milieu, une jumelle de chaque côté. Il avait lu l'histoire habituelle du soir, éteint la lumière principale, ne laissant que la douce lueur de la lampe de chevet. Dans le silence confortable qui suivit, Thierry se sentit obligé de partager ses craintes. D'une manière ou d'une autre, il semblait important d'être honnête avec elle. « Les filles !» commença-t-il, sa voix basse dans la pièce faiblement éclairée. « Je dois vous dire quelque chose d'important. » Toutes deux se tournèrent pour lui faire face, les yeux attentifs. « Je suis très heureux que vous soyez de retour. Plus heureux que je ne l'ai jamais été, » dit-il en marquant une pause. « Mais j'ai aussi un peu peur. »« Pourquoi ?» demanda Lucie, sincèrement confuse. « Ce méchant homme ne peut plus nous emmener, n'est-ce pas ?»« Non, ce n'est pas ça, » la rassura Thierry. « J'ai peur de ne pas être assez bon pour vous, de ne pas savoir comment être un bon tuteur. » Il évita d'utiliser le mot « père », ne sachant pas s'il en avait le droit. « Je n'ai jamais pris soin d'enfants avant vous, et vous méritez le meilleur. » Camille se redressa sur un coude, l'étudiant avec un sérieux dépassant ses 5 ans. « Tu nous laisses choisir les desserts parfois, » ajouta Lucie. « Et tu nous emmènes au parc, et tu sais nous tresser les cheveux, et tu nous fais des câlins quand on fait des cauchemars, et tu nous as appris à faire du vélo. » Les filles continuèrent, énumérant à tour de rôle toutes les petites choses qu'il faisait pour elles, chacune si simple et pourtant si profonde. Thierry sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais si je fais des erreurs ?» demanda-t-il quand elles s'arrêtèrent enfin. Lucie haussa les épaules comme si la réponse était évidente. Maman disait « Tout le monde fait des erreurs. Tu dis juste que tu es désolé et tu réessais. » Oui, acquiesça Camille. D'ailleurs, elle et sa sœur échangèrent un regard, comme pour confirmer quelque chose d'important. « Tu es déjà notre papa », finirent-elles à l'unisson. Leurs mots frappèrent Thierry, comme un rayon de soleil après des jours de pluie.
Il les attira toutes les deux plus près, les serrant fort, incapable de parler un instant. « Je vous aime, réussit-il enfin. Tellement, tellement. Nous t'aimons aussi, répondit Camille en bâillant. Jusqu'à la lune et retour, marmonna Lucie, déjà à moitié endormie. Thierry resta éveillé longtemps, après que les filles se furent endormies, observant leur visage paisible. La peur était toujours là. Elle ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant. La détermination. La détermination d'être digne de leur confiance, d'apprendre et de grandir avec elles, d'être non seulement un tuteur, mais le père qu'elle croyait déjà qu'il était. « Tu serais fière, Isabelle », chuchota-t-il dans l'obscurité. « Je promets que je prendrai toujours soin d'elle. » L'automne était arrivé en force. Des feuilles jaunes et rouges dansaient dans la brise avant de se poser doucement sur le sol, créant un tapis multicolore sur l'herbe du cimetière. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage en vue, comme si la nature elle-même voulait offrir son meilleur décor pour le moment. Thierry ajusta l'écharpe de Camille, s'assurant qu'elle était bien protégée contre l'air frais du matin. À côté d'elle, Lucie serrait un bouquet de tournesols, les fleurs préférées d'Isabelle, selon les jumelles. Dans son autre main, elle portait un dossier rempli de dessins qu'elles avaient soigneusement réalisés la semaine précédente. « C'est encore loin ?» demanda Camille alors qu'il parcourait les allées de pierre entre les pierres tombales et les monuments. « Presque là », répondit Thierry en vérifiant le petit plan fourni par le bureau du cimetière. C'était la première fois qu'il amenait les filles sur la tombe de leur mère. Au cours des 3 mois qui s'étaient écoulés depuis qu'il avait obtenu la garde permanente, il avait attendu le bon moment, lorsque toutes les batailles juridiques seraient complètement résolues et que les jumelles se sentiraient suffisamment en sécurité pour faire face à cette visite émouvante. Sébastien Lambert avait disparu après avoir perdu l'affaire de la garde, abandonnant l'appartement et laissant des dettes derrière lui. Les avocats de Thierry avaient obtenu une ordonnance restrictive au cas où il réapparaîtrait un jour. Mais l'homme semblait avoir complètement disparu, cherchant probablement une autre arnaque dans un endroit lointain. « C'est ici, » dit Thierry, s'arrêtant devant une pierre tombale, simple mais élégante. « Isabelle Dubois, 1990, 2024. Mère, fille et amie bien-aimée. » Son amour perdure dans chaque sourire de ses filles. Thierry s'était arrangé pour remplacer la plaque municipale d'origine par quelque chose de plus approprié. La nouvelle inscription avait été choisie avec soin, avec la participation des filles. Lucie s'avança la première, s'agenouillant pour placer les tournesols dans la petite jardinière à la base de la pierre tombale. « Bonjour, maman, » dit-elle doucement. « Nous t'avons apporté tes fleurs préférées. » Camille se tenait un peu en retrait, observant avec des yeux sérieux. Thierry sentit son hésitation et posa doucement une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Ce n'est pas grave, » lui chuchota-t-il. « On peut juste rester là si tu veux. » Camille secoua la tête, rassemblant son courage, et s'avança pour se tenir à côté de sa sœur. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue, maman, » dit-elle finalement, « mais on pense à toi tous les jours. » Thierry sentit un nœud dans sa gorge. Il avait répété dans sa tête ce qu'il voulait dire, les mots qu'il voulait partager avec Isabelle. Mais maintenant qu'il était là, devant sa pierre tombale, avec ses filles à ses côtés, tout lui semblait inadéquat. « Les filles, commença-t-il après un moment, j'ai écrit une lettre pour votre mère. Voudriez-vous l'entendre ?» Les jumelles hochèrent la tête, s'asseyant sur le petit banc de pierre installé à côté de la tombe. Thierry sortit une enveloppe de la poche de son manteau, l'ouvrit avec précaution et déplia une feuille de papier manuscrite. « Chère Isabelle, commença-t-il, la voix stable malgré l'émotion. Il y a de nombreuses années que nous ne nous sommes pas parlé. Trop nombreuses. Quand nous étions jeunes, tu m'as sauvé de plus de manières que je ne pourrais jamais en compter. Tu m'as donné à manger quand j'avais faim, un abri quand je n'avais nulle part où aller, et de l'espoir quand tout semblait désespéré. » Thierry marqua une brève pause, jetant un coup d'œil aux filles, qui écoutaient attentivement. « J'ai promis que je ne te laisserai jamais tomber, mais j'ai rompu cette promesse.
J'ai construit une vie de succès et j'ai oublié la personne qui l'a rendue possible. Il n'y a aucune excuse pour cet abandon, seulement un profond regret que je porterai à jamais. Lucie tendit la main et prit celle de Camille, un geste instinctif de connexion alors qu'elles entendèrent des mots qu'elles ne comprenaient pas entièrement, mais sentaient qu'ils étaient importants. Le destin, ou peut-être ta main invisible, a guidé tes filles vers moi. Camille et Lucie m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. À travers elles, j'ai redécouvert des parties de moi que j'avais oubliées. La capacité de rire sans retenue, de s'émerveiller devant de petites découvertes, d'aimer inconditionnellement. Thierry prit une profonde inspiration avant de continuer. Maintenant, j'ai une nouvelle promesse à faire. Je n'échouerai plus. Je promets que je prendrai soin de tes filles comme si elles étaient les miennes. En fait, dans mon cœur, elles le sont déjà. Je promets de les élever avec les valeurs que tu chérissais. La gentillesse, le courage, l'intégrité et la générosité. Je leur raconterai des histoires sur toi tous les jours pour qu'elles n'oublient jamais la femme extraordinaire qui était leur mère. Il leva son regard vers le ciel bleu un instant, rassemblant la force pour ses derniers mots. Où que tu sois, j'espère que tu peux voir ce que nous construisons. Une famille, un foyer, une vie remplie d'amour. C'est le moins que tu méritais, et c'est ce que tes filles auront toujours. Avec un amour et une gratitude éternelle, Thierry. Quand il eut fini, le silence plana sur eux comme une douce couverture. Camille fut la première à le briser. « Maman aimerait cette lettre, » dit-elle avec assurance. Elle disait toujours qu'il faut dire aux gens qu'on les aime avant qu'il ne soit trop tard. Thierry sourit à travers des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle était très sage. Lucie ouvrit son dossier de dessin, les étalant devant la pierre tombale. « Nous avons fait ça pour toi, maman, » expliqua-t-elle. « Celui-ci, c'est notre nouvelle maison avec Thierry, et celui-ci, c'est ma chambre. Celui-ci, c'est nous au parc, en train de faire du vélo. » Chaque dessin représentait un moment de leur nouvelle vie ensemble, coloré et plein d'illustrations étonnamment détaillées pour des enfants si jeunes. Le dernier dessin, réalisé conjointement par les jumelles, montrait 3 personnages se tenant la main devant une maison, avec un 4e personnage, souriant dans le ciel, entouré d'étoiles. « C'est toi qui nous regardes, » dit Camille en désignant la silhouette dans le ciel. « Thierry dit que tu veilles toujours sur nous. » Thierry s'agenouilla entre les filles, passant un bras autour de chacune. « Nous pouvons venir ici chaque fois que vous voulez parler à votre mère, » dit-il, « et nous pouvons lui parler tous les jours, où que nous soyons. Est-ce qu'elle peut vraiment nous entendre ?» demanda Lucie, en regardant le ciel avec des yeux pleins d'espoir. « Je crois qu'elle le peut, » répondit Thierry. « D'une certaine manière, les gens que nous aimons nous entendent toujours. » Ils restèrent un peu plus longtemps, les filles racontant à leur mère leur nouvelle routine, leurs amis à l'école et toutes les choses qu'elles apprenaient. Thierry observait avec admiration avec quelle naturalité elles parlaient, comme si Isabelle était vraiment là à les écouter. Quand le vent se fit plus froid, il suggéra de rentrer à la maison. Les filles dirent au revoir avec des baisers envoyés vers la pierre tombale, promettant de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, Thierry regarda Camille et Lucie dans le rétroviseur, chuchotant l'une à l'autre comme elles le faisaient toujours. La visite au cimetière avait été intense sur le plan émotionnel, mais aussi étrangement libératrice, comme si un cercle s'était enfin refermé. En longeant la rue bordée d'arbres menant à son hôtel particulier, Thierry réfléchit à tout ce qui avait changé au cours des derniers mois. La maison, qui ne représentait autrefois que sa réussite financière, avait été complètement transformée. Peu après avoir obtenu la garde permanente, Thierry avait fait appel à des architectes et des décorateurs pour réimaginer les espaces. Moins de musées, plus de maisons, avait-il demandé. Je veux que ce soit un endroit où les enfants peuvent courir, jouer et grandir heureux. La transformation était remarquable. Le salon formel, autrefois dominé par des meubles de créateurs et des œuvres d'art exclusives, avait maintenant des canapés confortables avec un tissu résistant aux taches, une grande table basse pour que les filles puissent dessiner et faire des puzzles, et des étagères basses remplies de livres et de jeux pour enfants. La cuisine gastronomique, qu'il n'avait presque jamais utilisée auparavant, était maintenant le cœur de la maison.
Thierry avait appris à cuisiner des plats simples que les filles aimaient, et le dimanche, ils faisaient des crêpes ensemble, remplissant l'air de rire et du désordre inévitable de la farine partout. L'ancien bureau du rez-de-chaussée, autrefois un sanctuaire intouchable, était maintenant une salle de jeux et d'études colorées. La moitié de l'espace avait des étagères, une petite table et des chaises pour les devoirs. L'autre moitié abritait des jouets, une maison de poupées sur mesure modelée sur l'autel particulier et un coin lecture confortable avec des coussins de sol. Même sa chambre avait changé. Les jumelles apparaissaient fréquemment le week-end matin, sautant sur le lit et réclamant des histoires. Progressivement, des livres pour enfants, de petits jouets et même des dessins encadrés trouvèrent leur place dans cet espace autrefois minimaliste. Le jardin, autrefois entretenu avec une précision militaire par des paysagistes professionnels, comportait maintenant une aire de jeu, une petite parcelle, où les filles plantaient des fleurs et des légumes, et même une cabane dans les arbres, construite dans l'énorme hêtre. « Thierry, on est à la maison !» annonça Lucie, le sortant de ses pensées, alors que la voiture passait les grilles de l'hôtel particulier. « Je peux montrer mon nouveau livre à Madame Bennett ?» demanda Camille, faisant référence à la douce nounou qui les aidait lorsque Thierry devait travailler. « Bien sûr, dit-il en garant la voiture. Elle est impatiente de vous voir. Leur routine quotidienne était réconfortante dans sa prévisibilité. Les matins étaient un tourbillon de recherche de chaussettes manquantes, de préparation des déjeuners, de domptage de cheveux rebelles et de s'assurer que tout était dans le bon sac à dos. Thierry avait complètement réorganisé son emploi du temps de travail. Il délégua de nombreuses responsabilités, refusa les longs voyages et installa un bureau à domicile pour pouvoir travailler pendant que les filles étaient à l'école. Il insistait pour aller les chercher personnellement chaque fois que possible. L'adaptation scolaire initiale avait été difficile. Camille, toujours plus sociale, se fit rapidement des amis. Lucie, plus réservée, mit plus de temps à se sentir à l'aise. Thierry apprit à naviguer dans les réunions parents-professeurs, les projets scientifiques de dernière minute et le monde social compliqué des enfants de 5 ans. Cette nuit-là, après le dîner, les bains et les histoires du soir, Thierry se tenait à la porte de la chambre que les jumelles insistaient pour partager. Malgré leurs chambres individuelles, elles dormaient dans les bras l'une de l'autre comme toujours, Camille tenant Lucie de manière protectrice, même dans son sommeil. En les regardant, Thierry sentit une vague de gratitude si intense qu'elle le renversa presque. Avant elle, sa vie avait été une série de réalisations professionnelles, de numéros de compte bancaires et une solitude qu'il n'avait pas pleinement reconnue. Maintenant, chaque jour apportait de nouveaux défis, de petites joies et des découvertes inattendues. Il avait appris à tresser les cheveux dans des styles élaborés après avoir regardé des tutoriels en ligne. Il connaissait tous les noms des personnages de leurs dessins animés préférés. Il savait exactement comment couper les sandwichs, sans croûte pour Lucie, en triangle pour Camille. Il avait mémorisé des berceuses et inventé des histoires sur des princesses aventureuses qui se sauvaient elles-mêmes. La semaine dernière, lors d'une réunion importante, Camille avait appelé de l'école avec un mal de ventre. Thierry mit fin à la réunion sans hésitation, stupéfiant les cadres qui le connaissaient comme un homme d'affaires implacable. « Ma fille a besoin de moi », avait-il simplement dit, réalisant en prononçant ces mots à quel point son monde avait profondément changé. L'hôtel particulier, autrefois silencieux, était maintenant rempli des bruits de la vie, des rires, des pleurs occasionnels, de la musique pour enfants, les pas pressés de 2 filles énergiques et leurs conversations sans fin dans un langage privé qu'elles seules comprenaient en vraiment. Thierry remonta la couverture sur les filles et sortit doucement dans le couloir. Là, il s'arrêta devant une photographie encadrée. Isabelle, à 16 ans, souriant à l'ombre d'un arbre. À côté, une photo récente des jumelles sur la balançoire du jardin, arborant les mêmes sourires lumineux que leur mère. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Thierry Dubois sentit qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. L'empire financier qu'il avait construit, les récompenses professionnelles, tout cela semblait secondaire maintenant. Sa véritable richesse dormait dans la pièce voisine, respirant doucement, rêvant des aventures de demain. « On se débrouille bien, Isabelle », chuchota-t-il à la photo.
Tes filles grandissent fortes et heureuses. Et moi, j'apprends enfin ce qui compte vraiment. » En se dirigeant vers sa propre chambre, Thierry réfléchit au voyage extraordinaire qui l'avait conduit ici, d'un garçon maltraité à un homme puissant mais solitaire, et maintenant à un père. Car c'était ce qu'il était, indépendamment des documents officiels, apprenant chaque jour sur l'amour inconditionnel. Sa vie avait maintenant un but qu'aucun succès professionnel ne pourrait égaler. Il avait trouvé sa place dans le monde aux côtés de 2 petites filles qui lui enseignaient chaque jour des leçons sur l'amour, le courage et l'espoir. Le cercle était complet. La promesse serait tenue, non par obligation, mais par amour. Amour pour Camille, pour Lucie et pour Isabelle, qui lui avait d'une manière ou d'une autre offert le plus grand des cadeaux, une famille. Le matin de Noël se leva avec une douce chute de neige, transformant le jardin de l'hôtel particulier en une scène de conte de fées. De délicats flocons de neige dansaient dans l'air avant de se poser sur les branches des arbres, créant une couverture blanche sur tout le paysage. La lumière du matin se reflétait sur la neige, remplissant la maison d'une lueur presque magique. Thierry se réveilla au son de gloussements étouffés et de pas légers s'approchant de sa chambre. Il fit semblant de rester endormi alors que la porte s'ouvrait lentement et que 2 paires de petits pieds se faufilaient sur le tapis. « Tu penses qu'il est déjà réveillé » chuchota Camille. « Je ne sais pas, » répondit Lucie à voix basse. « On dirait qu'il dort encore. Devrions-nous attendre ? Mais je veux voir son visage quand il ouvrira notre cadeau. » Thierry réprima un sourire en les écoutant comploter. Au cours des derniers jours, les filles avaient agi de manière très secrète, échangeant des regards complices et se barricadant dans une pièce pendant des heures, avec des panneaux entrées interdites affichés sur la porte. Madame Bennett, la nounou, semblait être dans le coup, les aidant à rassembler du matériel et gardant Thierry commodément distrait au moment clé. 1, 2, 3, comptèrent-elles ensemble, puis sautèrent sur le lit. « Joyeux Noël, Thierry !» Il ouvrit les yeux, feignant la surprise, et fut immédiatement enveloppé dans un double câlin. Les jumelles portaient des pyjamas de Noël assortis, rouges avec de petits flocons de neige blancs qu'elles avaient choisis ensemble la semaine précédente. « Joyeux Noël, mes princesses !» répondit-il en les serrant dans ses bras. « Le Père Noël est déjà passé ?»« Oui !» crièrent-elles à l'unisson, les yeux pétillants d'excitation. « Il y a des tonnes de cadeaux sous le sapin. Mais, ajouta Camille d'un air sérieux, il y a un cadeau spécial qui n'est pas du Père Noël. C'est de nous à toi, et tu dois l'ouvrir en premier, avant tous les autres, dit Lucie d'un ton décidé. Thierry s'assit, sincèrement curieux. Un cadeau de votre part ? J'ai hâte de le voir. Lucie courut à la porte et revint, tenant un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier rouge brillant, légèrement froissé sur les bords et scotché à divers endroits. Un signe sûr que les filles avaient fait l'emballage elles-mêmes. Camille ajusta les oreillers pour que Thierry puisse s'asseoir confortablement. « Tu dois d'abord lire la carte », ordonna-t-elle en lui tendant une enveloppe couverte d'autocollants colorés. Thierry ouvrit l'enveloppe, sentant une étrange montée d'anticipation. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main avec des dessins de 3 bonshommes allumettes, un grand et 2 petits, entourés de cœurs et d'étoiles. À l'intérieur, d'une écriture enfantine soigneusement pratiquée, on pouvait lire « Cher Thierry, joyeux Noël, tu es le meilleur papa du monde. Avec beaucoup d'amour, Camille et Lucie. » C'était la première fois que les filles écrivaient au papa pour lui. Elles avaient commencé à l'utiliser occasionnellement en parlant, mais voir ce mot par écrit, si soigneusement tracé, remua quelque chose de profond en lui. « C'est magnifique, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Merci, les filles. Maintenant, le cadeau, » insista Lucie en lui poussant le paquet dans les mains. Avec précaution, pour ne pas trop déchirer le papier qu'elles avaient manifestement emballé avec beaucoup d'efforts, Thierry ouvrit le cadeau. C'était un cadre photo fait à la main, décoré de coquillages, de boutons colorés, de paillettes et de petites pierres brillantes. Une véritable œuvre d'art enfantine. À l'intérieur se trouvait une photo d'Isabelle, la même que les filles gardaient avec leur carnet de souvenirs.
Sous la photo, il y avait une petite carte avec un texte soigneusement écrit, probablement avec l'aide de Madame Bennet. « Maintenant, c'est toi notre ange. » Thierry sentit les larmes se former avant même que le sens ne s'impose pleinement. Les filles le regardaient anxieusement, attendant sa réaction. « Tu pleures parce que tu n'as pas aimé ?» demanda Lucie, inquiète. « Non, ma chérie, » répondit-il en la serrant contre lui. « Je pleure parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. »« Madame Bennet a dit qu'on pouvait te donner la photo de maman, » expliqua Camille. « Parce que maintenant, tu fais aussi partie de notre famille. Et maman a toujours dit qu'un ange viendrait pour nous, » ajouta Lucie. « Et tu es venu. » Thierry ne pouvait plus retenir ses larmes maintenant. Il serra les deux filles contre sa poitrine, submergé par une émotion qui semblait monter d'un endroit profond de son être, un endroit dont il ignorait même l'existence avant que Camille et Lucie n'entrent dans sa vie. « Vous deux êtes les plus grands cadeaux que je puisse jamais recevoir, » réussit-il enfin à dire. « C'est moi qui devrais vous remercier tous les jours. » Les filles sourirent, satisfaites que leur cadeau ait eu l'impact qu'elles souhaitaient. « On peut ouvrir les autres cadeaux maintenant » demanda Camille, l'espoir brillant dans ses yeux. Thierry rit en essuyant ses larmes. « Bien sûr que nous le pouvons. Allons voir ce que le Père Noël a apporté. » Ils descendirent tous les trois, main dans la main, Thierry au milieu, avec une jumelle de chaque côté. L'énorme sapin de Noël au centre du salon était entouré de cadeaux colorés, certains emballés de manière experte par le personnel du magasin, d'autres avec la touche personnelle de Thierry, car il avait insisté pour emballer lui-même certains des plus spéciaux. Pendant que les filles se précipitaient avec empressement vers le sapin, Thierry plaça le cadre photo, fait à la main, à une place d'honneur sur la cheminée. La photographie d'Isabelle semblait observer la scène avec un sourire serein, comme si elle approuvait ce qu'elle voyait. Il pensa à quel point sa vie avait radicalement changé en moins d'un an, d'un cadre solitaire dans un hôtel particulier froid et impersonnel à un père. Le mot le surprenait encore parfois, comme un nouveau manteau qui avait besoin de temps pour s'ajuster parfaitement. Là, regardant Camille et Lucie déballer leurs cadeaux avec des exclamations joyeuses, Thierry Dubois réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. L'amour et la famille. Tout l'empire financier qu'il avait construit, les acquisitions, les investissements, rien de tout cela ne se comparait au trésor qu'il possédait maintenant. « Thierry, viens voir !» appela Lucie en brandissant une nouvelle poupée. « Est-ce qu'elle me ressemble ?»« Exactement comme toi, » acquiesça-t-il en les rejoignant par terre au milieu du papier d'emballage déchiré et des rubans colorés. La neige continuait de tomber à l'extérieur, recouvrant le monde d'une couverture blanche. À l'intérieur de la maison, maintenant réchauffée non seulement par la cheminée, mais par l'affection qui remplissait chaque recoin, Thierry, Camille et Lucie formaient leur propre petit univers. Un univers construit à partir de pièces improbables, un homme d'affaires solitaire et deux filles orphelines qui s'emboîtaient pourtant parfaitement. La vie leur avait donné une seconde chance, un nouveau départ. Et alors qu'ils jouaient avec les filles en ce matin de Noël, Thierry sut avec certitude, au plus profond de son âme, que ce n'était que le début d'un merveilleux voyage pour eux trois. Un voyage que, où qu'elle soit, Isabelle regardait avec approbation. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.